Bienvenue ici au Parc des Expositions de Saint-Denis pour l'étape réunionnaise du Tour de France des conférences de l'AGFIP en partenariat avec Le Monde pour parler emploi et handicap. Le thème, il est écrit partout, explorer la notion d'inclusion pour aller plus loin. On présentera les intervenants de la table ronde dans quelques instants. Auparavant, on va accueillir le directeur général de l'AGFIP, Didier Essartier, qui est avec nous. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin pour cette étape du Conférence Tour. Alors, vous êtes très nombreux partenaires présents aujourd'hui. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et donc, tout l'écosystème quasiment est là, qui montre d'ailleurs la dynamique en place sur la Réunion pour accompagner au mieux les personnes et les entreprises. Et je pense que justement on peut faire de belles dynamiques et je reviendrai sur ces dynamiques à la fin. Alors c'est toujours un moment très privilégié de nous réunir ainsi. C'est un moment fort avec aussi, je dois remercier les entreprises présentes puisque finalement l'importance aussi c'est de pouvoir parler, d'accompagner et d'être avec les entreprises et de parler aux entreprises, que celles-ci aussi puissent exprimer leurs témoignages positifs ou négatifs, de pouvoir exprimer ce qu'elles pensent de l'inclusion. C'est aussi finalement le cœur de cette démarche. Alors la démarche, on vous a mis un recueil Inclusion, explorer, aller plus loin, qui est un recueil de 10 témoignages, de 10 expériences, de 10 réflexions de personnes qui n'ont pas nécessairement l'habitude de parler de handicap, dont on ne s'attend pas nécessairement à les voir évoquer le sujet, évoquer l'inclusion. C'était pour nous une manière aussi de finalement apporter des nouveaux regards, apporter des nouveaux angles de réflexion pour ouvrir le débat sur l'inclusion. Puisque le sujet, c'est bien aussi de savoir, d'une certaine manière, sortir des cadres classiques, réfléchir de manière un peu différente, et nous qui sommes souvent plongés quotidiennement dans ces sujets, d'entendre d'autres choses, et aussi d'entendre des témoignages de personnes. On aura encore l'occasion aujourd'hui d'en avoir. C'est important de pouvoir réfléchir souvent différemment de nos habitudes, et c'est comme ça que nous progresserons collectivement. Alors, nous sommes aujourd'hui à la 13e étape sur 16. Nous reviendrons, donc on a démarré l'an dernier, en démarrant par un lancement à Paris. On a fait le tour de pas mal de régions aujourd'hui, il nous en reste encore quelques-unes. Et nous reviendrons terminer en décembre à Paris, de faire un peu un point global de ce Tour de France qui a permis à chaque fois de mettre en avant de nombreuses réflexions nouvelles ou parfois qui permettent aussi de permettre à chacun d'aller plus loin dans ses réflexions sur la notion d'inclusion, d'être dans le réalisme aussi, et c'est très important. Alors, il s'agit aussi, bien évidemment, de changer le regard sur les personnes, souvent. C'est un élément essentiel dans cette démarche pour finalement permettre de relever notre défi sociétal d'une société réellement inclusive et de permettre à chacun, c'est l'objectif, de pouvoir déployer et de déployer un projet professionnel et de s'épanouir professionnellement comme tout à chacun. Pas plus, pas moins, comme tout à chacun, c'est essentiel. Alors, le gouvernement nourri de fortes ambitions en matière de handicap a d'ailleurs conduit une réforme de l'obligation d'emploi, une réforme importante aussi en matière de formation et qui veut donner une place importante aux personnes qui en ont le plus besoin, dont les personnes handicapées, pour permettre justement ce défi sociétal. Le gouvernement a aussi engagé une grande concertation sur l'offre de services proposée aux personnes et aux entreprises qui s'est traduite par une restitution de travaux courant mai et maintenant une dynamique qui doit s'inscrire pour mettre finalement, après ces réflexions, mettre les choses en forme, en réalité, pour améliorer justement les services des personnes. Une dynamique est créée, nous souhaitons nous inscrire dans cette dynamique
La GFIP a d'ailleurs, dès 2018, fait évoluer ses services et ses aides pour essayer de mieux répondre aux besoins, avec la grande nécessité d'accompagner les entreprises. C'est pour ça que je faisais un point particulier sur les entreprises tout à l'heure, en proposant des nouveaux services d'accompagnement et de conseil des entreprises, en déployant dans toutes les régions le réseau de référents handicap, en proposant en matière de formation, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, des réponses nouvelles et un appui aux acteurs de la formation avec les ressources handicap formation. Et finalement, l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises et d'accompagner tous les acteurs de l'emploi, tous les acteurs qui ont vocation et finalement tout le monde a vocation, c'est ce qu'on en parlera certainement ce matin, a vocation à finalement savoir bien intégrer, savoir finalement bien se comporter d'une certaine manière pour réussir l'inclusion de tous dans notre société. C'est finalement avoir un regard attentif à l'autre, peut-être pas plus que ça, mais avoir un regard attentif à l'autre. Ça se travaille, il y a besoin parfois d'experts pour le permettre réellement. Merci aux intervenants qui ont accepté d'être présents ce matin et d'apporter leur témoignage, d'apporter leur expérience, leur réflexion aussi. Et merci à vous d'avoir accepté d'animer cette table, et je vous repasse immédiatement la parole. Merci, monsieur le directeur général. Christophe Cassani, peut-être un petit mot tout à l'heure, juste maintenant. Voilà, qui nous accueille localement. Vous voyez, il est déjà 2.0, le président. C'est que je n'ai pas de mémoire. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Bien, écoutez, au nom de l'ensemble de l'équipe de la délégation régionale La Réunion Mayotte, bien, je vous souhaite la bienvenue à cette étape du conférence tour. Je voudrais vous remercier de votre présence si nombreuse, remercier les intervenants d'être venus témoigner de leur expérience et nous apporter les témoignages qui seront, je le sais, fort intéressants. Et puis je voulais également remercier monsieur le directeur général et notre directrice de la communication d'être venus jusqu'à nous, parce que c'est vrai que La Réunion, c'est bien évidemment un petit peu loin de la métropole, et nous sommes toujours très heureux d'avoir des représentants de la direction générale qui viennent à la rencontre des partenaires et surtout de l'équipe. Voilà. Alors votre présence nombreuse aujourd'hui démontre l'intérêt que vous portez à cette notion d'inclusion des personnes en situation de handicap, qui est, comme l'a rappelé le directeur général, eh bien une ambition très forte qui est portée par le gouvernement, avec une volonté de privilégier l'emploi direct. Alors je voudrais rappeler que l'inclusion des personnes handicapées ne relève pas uniquement de la responsabilité des professionnels que vous êtes et que nous sommes tous ici dans cette salle, mais que c'est bien un enjeu de société auquel chaque citoyen, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition, doit pouvoir contribuer afin que l'ensemble des personnes en situation de handicap eh bien, trouvent leur place dans la société. Toutefois, en tant que professionnel, eh bien, cette notion d'inclusion, elle ne peut s'entendre que dans le cadre d'un large partenariat qui mobilise l'ensemble des forces économiques et des acteurs du territoire. Que chacun, sur son champ de compétences, que ce soit l'emploi, la formation, le maintien dans l'emploi, soit en capacité de porter le sujet du handicap et de faire que les dispositifs et actions de droit commun soient en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. C'est ce travail de partenariat que l'on mène chaque jour à vos côtés. Si aujourd'hui, à La Réunion, la part des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi ne représente que 4% de la demande d'emploi totale. Alors je dis que 4 parce qu'au niveau national, nous sommes environ entre 8 et 9%. On doit malheureusement constater qu'à La Réunion, eh bien, ce nombre ne cesse de croître depuis plusieurs années et qu'il progresse plus rapidement que la demande d'emploi totale. Une des caractéristiques du public que nous accompagnons, eh bien, c'est que pour 75% d'entre eux, ils ont un niveau de formation initiale infra-bac. Un de nos enjeux est donc d'élever le niveau de qualification de ces personnes, car nous le savons tous ici, il n'y aura pas d'inclusion professionnelle sans une inclusion réussie au niveau de la formation. Cette inclusion sur le champ de la formation, elle doit bien évidemment se faire en favorisant l'accès aux formations de droit commun, quel que soit le niveau de qualification visé. Le pacte régional d'investissement dans les compétences qui vient d'être signé entre l'État et la GFIP et la région, va permettre de mobiliser 254 millions d'euros supplémentaires dans les 4 prochaines années, ce qui représente globalement 4500 places supplémentaires par an, en plus de ce que font déjà la région et Pôle emploi.
Donc, comme le rappelait le directeur général, eh bien, il est donc nécessaire et normal que les personnes en situation de handicap en bénéficient, et nous verrons en fin de matinée comment la GFIP va y contribuer en proposant un nouveau service appelé Ressources Handicap Formation, visant à sécuriser les parcours professionnels de ces personnes. Cette notion d'inclusion, eh bien, elle concerne bien évidemment le monde de l'entreprise, car si nous formons des demandeurs d'emploi en situation de handicap, c'est pour leur permettre d'acquérir les compétences que recherchent nos entreprises réunionnaises. Parmi les entreprises privées à La Réunion soumises à l'obligation d'emploi, près de 70% d'entre elles emploient au moins une personne en situation de handicap et 35% atteignent ou dépassent leur obligation de 6%. Ces résultats sont encourageants, ils progressent d'année en année, mais nous devons faire encore mieux. Dans le cadre de son plan stratégique, la GFIP a souhaité réinternaliser la mission d'information, de conseil et d'accompagnement des entreprises, et en particulier en direction des TPE-PME, celles qui ne disposent pas de fonction support RH. Aujourd'hui, à La Réunion, ce service à destination des entreprises est opérationnel et les collaboratrices de la délégation sont tous les jours aux côtés de ces entreprises afin de les accompagner dans une réflexion globale de mise en œuvre d'une politique d'emploi travailleurs handicapés. Parallèlement à cet accompagnement, nous avons également déployé un réseau de référents handicap entreprises. Il compte à ce jour plus de 50 entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité, et dont certaines sont présentes ce matin parmi nous. Sur la base de problématiques qu'elles ont identifiées, nous les réunissons plusieurs fois par an sur des ateliers d'échange de pratiques, d'intelligence collective et de co-construction d'outils qui leur permettront de répondre à cette obligation d'emploi. Voilà donc dresser très rapidement un petit point de situation sur deux enjeux majeurs qui nous concernent ici à La Réunion en direction des entreprises et de la formation. Et maintenant, bien écoutez, je vais vous laisser la place, vous laisser débattre. Voilà. Merci de votre attention. Merci, monsieur le délégué régional de la GFIP. Alors il est temps de démarrer ce débat avec 4 intervenants très différents qui se complètent pour parler des différents aspects. On va avoir l'expérience, le vécu des personnes en situation de handicap avec Pierre Reynaud, qui est aveugle depuis l'âge de 5 ans, qui est juste à ma droite. Alors il est très engagé dans la vie associative, président départemental d'une association qui se bat pour l'autonomie des personnes malvoyantes, une association qui est connue au niveau national, c'est le comité Valentin à Huy. Il est passionné de numérique et ça va s'entendre très certainement. Et évidemment, c'est un moyen essentiel pour les personnes malvoyantes de sortir de l'isolement. On a Boris Armans, de l'autre côté de la Seine, président de l'association CLER comme club de loisirs et d'entraide de La Réunion. C'est une association qui est basée au CHU du Tampon et c'est pas un hasard parce qu'elle se trouve au centre de rééducation fonctionnelle et de réadaptation. Boris se déplace en fauteuil roulant, il est paraplégique depuis un accident de moto en 2008 et il a rebondi, si je peux m'exprimer ainsi, en devenant intervenant départemental de la sécurité routière, IDSR dans le jargon. Il intervient dans les établissements scolaires, dans les entreprises et vous verrez avec lui toute l'importance de la sensibilisation. Ça c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. On a avec nous aussi ce matin Sandrine Cherrier, qui est responsable RH à la SHLMR, avec sa veste noire, bailleur social engagé dans l'insertion des travailleurs handicapés. Alors il y a d'abord le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Pour les salariés qui se découvrent donc un handicap après plusieurs années de carrière, la fatigue, le physique qui ne suit plus. Et puis il y a le recrutement dans un deuxième temps de personnes en situation de handicap. C'est une deuxième démarche qu'on évoquera. Et il y a un autre aspect, c'est la promotion de cette démarche inclusive avec le Duo-DES, une opération qu'on expliquera, favoriser l'insertion, la découverte du monde du travail en créant des binômes et à laquelle donc la SHLMR a participé. Et puis le regard de la scientifique Flavie Plante qui complète ce tableau, ce plateau. Vous êtes chercheur au laboratoire ICAR de l'Université de La Réunion et vous travaillez sur les thèmes de l'inclusion et de l'éthique, des recherches qui portent notamment sur l'inclusion des personnes adultes en difficulté et pas seulement des handicapés, c'est ça qui est intéressant. C'est un regard beaucoup plus large. Vous êtes également directrice à l'EMAP, donc il y aura 2 casquettes pour vous, centre de formation en travail social. Et justement, dans ce centre de formation, eh bien, vous souhaitez participer à l'intégration des personnes en situation de handicap grâce à un dispositif pédagogique prévu pour ça.
Alors on va démarrer tout de suite avec un premier témoignage, celui de Pierre Reynaud. Pierre, après avoir perdu la vue, voilà, premier lapsus, ça devait démarrer tout de suite. Vous avez été scolarisé, Pierre, dans une école spécialisée. Vous avez poursuivi ensuite en milieu ordinaire, au collège, au lycée, mais avec à chaque fois des adaptations. Donc vous avez été confronté, on va dire, à des prises en charge différentes. Laquelle vous avez préférée ? Alors, merci, bonjour à tous. Alors le lapsus est inévitable, hein. Il intervient au moins une fois dans tous les débats. Il est fait. Il est fait et il est tout à fait évocateur de la réalité, c'est-à-dire que quand on perd la vue, ce qui n'est pas mon cas puisque je ne me rappelle pas l'avoir perdu, on a l'impression d'avoir perdu la vie. Hein, donc voilà, le lapsus est tout à fait révélateur. Moi en fait j'ai eu la chance déjà d'avoir un entourage familial qui m'a poussé et qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, hein, et je ne remercierai jamais assez mes parents de me permettre d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc très important l'entourage familial. Et après j'ai fait partie d'une génération où certains concepts arrivaient, donc on ne parlait pas du tout encore d'inclusion, ça c'était pas encore la mode, on parlait d'insertion et d'intégration. J'ai perdu la vue à l'âge de 5 ans, c'est-à-dire juste à l'entrée au cours préparatoire, ce qui était pratique puisque j'ai fait mon cours préparatoire dans une des rares écoles publiques spécialisées pour les personnes aveugles et malvoyantes, en fait pour les personnes malvoyantes, puisqu'il semblerait que j'ai été le premier aveugle à être scolarisé par l'éducation nationale dans les années 70. Ça c'est important aussi à souligner. Au collège, j'ai été dans une section spécialisée, c'est-à-dire qu'on était en classe entre nous, aveugles et malvoyants, et avec cantine et récréation et certains cours avec les élèves dits normaux. Et au lycée, j'étais le seul aveugle dans tout le lycée, en intégration totale, immersion complète. Et par la suite, j'ai fait des études de kiné, puisque je suis masseur kinésithérapeute dans des écoles spécialisées. Et moi, ce que j'en retire, c'est qu'il n'y a pas de modèle parfait. Tout se complète, c'est-à-dire que l'inclusion, l'immersion totale, sans moyens et sans humains ou sans technique, c'est la catastrophe. Surtout pour des handicapés dits lourds, avec plein de guillemets, comme les aveugles ou les sourds ou les paraplégiques. Attention à l'inclusion sans filet. Évidemment, les établissements spécialisés, tout de suite on voit le ghetto, l'entre-soi. Alors le ghetto a quelque chose de rassurant aussi, hein, on est entre nous, mais vive la vie ordinaire, vive l'inclusion, même si j'émettrais des gros bémols sur ce gros thème à la mode, qui est l'inclusion, et tous les termes qu'on entend beaucoup comme ça, il faut prendre un temps pour savoir ce que ça veut dire, et puis surtout ce que ça peut éventuellement cacher. Vous avez parlé de votre formation de kiné, ça a été la première orientation que vous avez prise, mais par la suite vous avez exercé plusieurs professions. Est-ce qu'au cours de votre carrière, votre handicap finalement ça a été un obstacle ou un atout ? Ça dépend des moments, ça dépend des situations, ça dépend vraiment des personnes avec qui on est, Comme je dis souvent, être handicapé, ça développe la faculté d'adaptation. Si vous voulez des leçons d'adaptabilité, demandez aux personnes en situation de handicap, on est les meilleurs. Hein. Mais ça ne se voit pas forcément parce qu'on passe notre temps à s'adapter à des situations qui sont complexes pour arriver à vivre avec vous et comme vous. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que ça demande une énergie. Le handicap, nous, c'est pas juste au bureau comme vous. Évidemment, on vit avec. Donc il y a des situations où on en fait un atout et d'autres situations où c'est un obstacle. À La Réunion, c'est un obstacle quand on doit se déplacer, par exemple, puisqu'il y a de gros problèmes de transport, que vous vivez tous dans les embouteillages, mais nous, le problème, c'est qu'on ne peut pas conduire notre voiture. Donc c'est compliqué, on ne peut même pas venir dans les embouteillages avec vous, c'est dommage. Voilà. Donc obstacle, atout, ça dépend vraiment des situations et à nous d'en faire des atouts. Mais ce n'est pas toujours simple. Vous, Boris, votre vie, elle a basculé le 1er décembre 2008, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Vous étiez à moto, vous reveniez du travail de nuit, une moto qui dérape sur les gravillons. C'est à l'île Maurice, je précise, puisque vous êtes mauricien, à partir de la Trou Noire complet, réveil dans un champ de canne. Exactement. Et l'accident vous fait perdre l'usage de vos membres inférieurs. Vous aviez 23 ans, vous travailliez dans l'hôtellerie à ce moment-là comme coordonnateur en sécurité dans un grand hôtel. On sait que l'hôtellerie à Maurice est très développée. Et ce travail, après votre accident, vous le perdez.
Oui, je pouvais plus travailler parce que justement, il y a des escaliers partout. Et forcément, quand on est coordonnateur en sécurité, on doit être partout, partir à n'importe quel endroit. Et du coup, forcément, c'était pas évident pour moi de retravailler. Alors, on n'est pas en France, on est à Maurice là, mais c'est intéressant de s'intéresser aussi à ce qui se passe chez nos voisins. On ne vous a pas proposé un autre poste adapté ? Non, pas vraiment, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Du coup, c'est pour ça que je suis venu en France, pour justement avoir une inclusion d'abord sociale et puis professionnelle. Mais pour l'instant, c'est pas... Au détour, on peut parler aussi vous étiez dans l'hôtellerie, les hôtels qui sont inadaptés aux employés en fauteuil roulant, malgré des efforts, c'est ça ? Oui, enfin, je veux dire que l'adaptation, maintenant, il y a beaucoup plus de tourisme qui sont en situation de handicap, qui voyagent, etc. La plupart des hôtels de l'île Maurice sont adaptés aux personnes en situation de handicap. Du coup, forcément, mais au niveau des employés, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui sont des personnes qui sont sourds et muets, qui bossent. Après, il y a aussi des personnes qui sont malvoyants aussi, qui bossent. Mais les personnes qui ont un handicap assez lourd, comme paraplégie ou tétraplégie, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Vous me disiez, il y a des efforts de fait. Par exemple, il y a des rampes d'accès dans les hôtels, mais l'accessibilité, elle ne va pas jusqu'au bout. Exactement. Parce que forcément, comme nous, paraplégiques ou tétraplégiques, on ne peut pas se mettre debout. La douche doit être complètement adaptée, avec une chaise de douche, avec des barres d'appui, et au niveau des toilettes aussi. Sauf qu'il y a les rampes, mais il n'y a pas des chaises adaptées, chaises de douche et barres d'appui. Et forcément, s'il n'y a pas tout ça, on ne pourrait pas se doucher, etc. Et comment vous l'avez vécu, votre perte d'autonomie à l'époque ? Vous avez mis du temps à vous en remettre ? Pas du tout, à l'île Maurice, parce que chez moi, c'était pas vraiment adapté. Et il y avait des gros travaux à faire. Du coup, forcément, si chez vous, c'est pas vraiment adapté, vaut mieux bouger. Et c'est pour ça que je suis venu à La Réunion. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas de travail, vous êtes surtout investi dans le domaine associatif, vous aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Ce que vous aimeriez faire, c'est de veiller au respect des normes, puisqu'on en parlait juste un instant, de travailler dans ce domaine-là, et pour ça, vous rêvez de décrocher un diplôme universitaire, un diplôme bien précis. Oui, en tant que patient expert ou personne spécialiste de l'handicap, justement pour pouvoir mieux adapter la société aux personnes, pas que nous, personnes porteurs de handicap, s'adaptent, mais que la société s'adapte à nous. Voilà. Et suivre ce DU, c'est pas évident pour vous ? Oui, c'est en métropole, du coup il faut se déplacer, il faut que je voie avec un conseiller à Cap Emploi comment est-ce que je pourrais me faire financer pour voyager, etc. Maintenant, pour voyager, il faut qu'il y ait un endroit adapté pour que je puisse rester, vivre. Oui, il y a le financement, il y a le voyage, et puis une fois sur place, le transport, il faut un logement, c'est ça ? Exactement, logement, transport, etc. Et donc, ce diplôme universitaire, il vous permettrait quoi dans la vie professionnelle ? Je vais dire dans l'accompagnement aussi des personnes qui sont hospitalisées. Je vais dire à l'association et au groupe de parole, c'est Ambiance Café qui est co-animé justement par des personnes en situation de handicap et aussi par les membres du personnel de l'hôpital. On accueille les patients justement pour une discussion ouverte sur le handicap et tout ce qui suit par rapport à l'handicap. Oui, on y reviendra là aussi tout à l'heure, mais pour rester sur ce diplôme universitaire, sur l'intérêt que vous portez au respect des normes, vous me disiez l'autre jour, preniez l'exemple d'un magasin de vêtements où vous êtes rendu, et typiquement c'est le cas symbolique, quoi. Oui, j'avais envoyé mon CV dans un magasin de sport, justement pour être vendeur de matériel sportif. Et on ne m'a jamais répondu. Et je me suis déplacé.
J'ai vu quelqu'un, j'ai emmené mon CV et après la personne me dit mais je ne sais pas si on va vous contacter parce que les vestiaires ne sont pas adaptés. Il y a les escaliers, il n'y a pas d'ascenseur. Je dis l'immeuble vient d'être rénové. Pourquoi Il m'a dit c'est fait comme ça. Du coup voilà. Un immeuble, oui, des locaux tout neufs. Des locaux tout neufs, mais inadaptés pour les. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas que à l'île Maurice qui a des soucis. Ah mais loin de moi l'idée de stigmatiser l'île Maurice, évidemment. C'était voilà, on est revenu depuis un moment sur ce qui se passe évidemment à La Réunion et donc en France. Des adaptations, il a fallu en faire. Sandrine Cherrier à la SHLMR pour que certains salariés gardent leur travail. Qu'est-ce qui a été mis en place concrètement, pour qui, et est-ce que ça a concerné beaucoup de monde ? Alors oui, la SHLMR fête cette année ses 48 ans, donc il y a des personnes qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années, des personnes qui ont fait toute une carrière et donc forcément, tôt ou tard, qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de handicap, qui ont des problèmes de vieillesse. Donc on a mis en place une quinzaine d'aménagements depuis ces 3 dernières années pour les salariés reconnus travailleurs handicapés. Il y a aussi beaucoup d'aménagements qui se font pour les personnes valides, liés plus à des problèmes de vieillesse. Donc les aménagements sont de plusieurs sortes. Il peut y avoir des aménagements matériels. C'est au-delà des fauteuils ou des bureaux ergonomiques, ça peut être l'achat de matériel, d'outils spécialisés, comme une plieuse pour quelqu'un qui est amené à mettre sous pli beaucoup de factures. Ça peut être des logiciels à reconnaissance vocale, des casques qui permettent de ne pas manipuler le téléphone. Après, il y a d'autres choses qu'on a mis en place. Pour plusieurs personnes, c'est des auxiliaires. C'est des aides, c'est une aide physique d'une tierce personne qui vient quelques heures par jour ou quelques heures par semaine pour accompagner, pour aider sur les tâches que la personne a des difficultés à faire. Après, il y a aussi des changements de poste qui, là, sont accompagnés par de la formation. Souvent, c'est des postes, des gens qui exercent des métiers physiques qu'on va reclasser sur des postes plus administratifs. Et quelque chose qui a été assez marquant, on a mis en place un télétravail pour donc c'est une jeune femme qui est handicapée moteur et ce handicap évolue et elle a de plus en plus de difficultés pour se déplacer, pour utiliser ses bras, ses mains. Et elle ne peut pas conduire, elle ne peut pas prendre les transports en commun et c'est son papa qui l'accompagnait tous les jours au bureau. Sauf que son père, vieillissant, avait aussi des problèmes de santé, donc c'était plus possible. Donc elle a voulu démissionner, mais c'était un déchirement pour elle. Et son manager a contacté le service ressources humaines, a dit est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Et donc on a actionné les partenaires. Alors j'ai vu Madame Pignolet qui est dans la salle, qui est intervenue avec un ergonome. On a réfléchi et on a décidé d'aménager un bureau chez elle. On voit que vous avez le sourire, on voit que vous êtes heureuse d'avoir contribué à ce succès-là. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ça, ce genre d'opération ? Cette personne a pu garder son emploi et c'est important, c'est des gens qui sont là depuis 10, 20, 30 ans qui, comme tout le monde, rencontrent des difficultés et l'objectif, c'est de les accompagner pour repousser au maximum l'échéance de l'inaptitude. Voilà. Vous en êtes où de la règle des 6%? Parce qu'on voit que vous êtes volontaire. Vous en êtes où? Alors, on n'y est pas. On est un peu au-dessus de 3%. On parle du pourcentage de personnes en situation de handicap dans l'entreprise, je précise. Voilà, 6%, c'est le seuil qu'il faut atteindre pour les entreprises de plus de 20 salariés. Et la SHLMR est concernée, vous avez 400 salariés, c'est ça? On a 400 salariés. On a actuellement 12 salariés qui sont reconnus travailleurs handicapés. Alors, on en a plus, mais il y a des gens qui, une fois que les aménagements sont mis en place, ne renouvellent pas leur reconnaissance de travailleur handicapé. Ils se disent ça y est, je suis bien dans mon poste, donc c'est pas nécessaire de le renouveler. Là, on essaye de leur expliquer qu'un aménagement, il
il faut le re-questionner. Le handicap peut évoluer, les tâches peuvent évoluer, donc il faut ne pas le banaliser. Voilà, c'est prendre le risque de complications. Et on a des personnes qui ne souhaitent pas se déclarer travailleurs handicapés. C'est quoi les raisons ? C'est un choix personnel. Ça, peut-être que c'est une honte, peut-être que je ne sais pas. Je pense que c'est pas évident d'avoir travaillé pendant des années et un jour d'annoncer à son employeur, à ses collègues qu'on est dans une situation de handicap qui peut-être ne se voit pas, mais qui peut poser des difficultés maintenant ou peut-être par la suite. Donc c'est toujours bien de reconnaître, de faire la démarche de reconnaissance. Si les difficultés justement devaient s'annoncer par la suite, au moins il y aurait déjà cette démarche de fait et ça peut faciliter après les financements, même au niveau personnel, l'aménagement d'un véhicule. Voilà. Et après, je dirais que les gens qui font le choix de ne pas se déclarer, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et pour moi, c'est ça aussi l'inclusion, c'est permettre d'eux, donner la possibilité, mais ne pas forcer la main. Et je voulais savoir, les personnes que vous accompagnez, elles viennent spontanément ou il faut aller les repérer, les chercher Alors, bien entendu, au départ, il fallait les repérer. Donc, c'est un travail avec le médecin du travail. Petit à petit, quand il voit qu'on n'est pas dans un rejet, mais dans un aménagement, que les choses deviennent, je dirais, normales, naturelles, d'aménager les postes. Donc là, de moins en moins, il y a de réticence et de plus en plus, ils vont vers leur manager ou vers le service des ressources humaines. Alors on voit que chez vous, les personnes en situation de handicap ne peuvent pas dire on n'est pas écouté, pas considéré, on est laissé de côté, c'est ce qu'on entend souvent tout de même. Et vous, Flavie Plante, vous aussi dans votre centre de formation de travailleurs sociaux, vous les impliquez, vous les considérez vraiment comme des personnes à part entière et pas entièrement à part. Concrètement, comment ça fonctionne ? Alors, pour situer un peu ce que nous faisons à l'EMAP, comme vous le savez, l'une des missions des travailleurs sociaux, c'est de contribuer à l'inclusion des personnes qui ont traversé ou traversent encore des situations qui vont faire que la société ne va plus être en capacité de composer avec leurs spécificités. Et du coup, ces travailleurs sociaux sont amenés à régulièrement travailler avec ces personnes accompagnées pour réfléchir avec elles sur des projets, des actions, afin qu'elles puissent devenir ou redevenir actrices de leur vie. Et du coup, l'idée pour que ces travailleurs sociaux saisissent au mieux les enjeux de l'accompagnement de ces personnes, eh bien, l'une des pistes, c'est de voir comment les personnes accompagnées puissent participer à la formation des travailleurs sociaux. Et ces modalités de participation des personnes accompagnées dans les formations des travailleurs sociaux sont notamment rappelées dans le rapport de Bourguignon de 2015. Il y a quelques exemples qui sont donnés, comme par exemple le fait que la personne accompagnée puisse intervenir dans les formations comme témoin, ou bien sinon le fait que la personne accompagnée va réaliser un certain nombre d'activités avec les apprenants en travail social. Ce que l'EMAP a mis en place, donc le centre de formation dans lequel je travaille depuis 2017, c'est une nouvelle modalité de participation qui consiste à dire que les personnes accompagnées développe ce qu'on appelle des savoirs d'expérience. C'est ce que monsieur disait autour notamment du patient expert. Donc c'est ce qui signifie que leur expérience et surtout l'analyse qu'ils vont faire de leur expérience, leur capacité de réflexion sur ce qui leur est arrivé, eh bien ça peut alimenter les connaissances des futurs travailleurs sociaux. Et donc on a mis en place une formation à destination de ces personnes accompagnées pour leur permettre d'identifier quels étaient les savoirs d'expérience qu'ils possédaient et ensuite
comment il pouvait transmettre ses savoirs d'expérience dans les formations des travailleurs sociaux. Autrement dit, ça signifie que le travailleur social qui est formé, durant son cursus de formation, il va disposer de savoirs théoriques qui est majoritairement distribué par les formateurs traditionnels. Il a aussi accès à des savoirs professionnels qu'il acquiert notamment lorsqu'il est en stage dans les structures sociales ou médico-sociales. Et grâce aux personnes accompagnées qui deviennent des formatrices en savoir d'expérience, il va aussi bénéficier de ce savoir d'expérience qui va lui permettre de mieux comprendre les enjeux de l'accompagnement. Et donc ça va permettre d'intégrer cette notion de handicap par la suite, alors que jusque-là, ce n'était pas forcément le cas. Si, en fait, dans les formations de travail social, il y a de nombreuses séances sur ce qu'est le handicap, mais ça va être le handicap décrit dans les livres. Voilà, c'était moins concret. Voilà, c'est moins concret. Et là, ils vont pouvoir avoir en fait des exemples de situations concrètes sur comment, par exemple, développer la relation de confiance avec la personne accompagnée, comment quand ils vont intervenir dans des familles avec justement des enfants en situation de handicap, comment ne pas... qu'est-ce que la famille peut percevoir comme étant excluant? Et ça, c'est pas forcément écrit dans les livres. Avec votre autre casquette, celle de chercheur au laboratoire ICAR, le laboratoire de recherche de l'université, vous avez un programme qui s'appelle « Vers une société inclusive ». De quoi il s'agit rapidement? Alors, l'inclusion, comme... mon voisin de gauche l'a dit, eh bien, c'est un terme parfois à la mode et c'est surtout employé parfois en fait, dans le système scolaire. Alors oui, il y a de gros efforts à faire à l'école, il y a encore beaucoup de choses à développer, mais il ne faut pas oublier que si on veut vraiment parler d'inclusion, il faut s'intéresser à la société dans son ensemble. Et l'un des objectifs de ce programme de recherche qui comprend aussi bien des chercheurs en sciences de l'éducation que des chercheurs en sciences de l'information et de la communication, c'est de regarder ce qui se passe dans les écoles, à l'université, mais aussi et surtout en dehors de l'école, ce qui est mon cas parce que du coup, moi je m'intéresse à l'inclusion sociale et surtout auprès de publics adultes. Et ce que je vais regarder, c'est comment en fait la société doit s'adapter à nous tous. Et l'une de mes pistes d'entrée, c'est de savoir comment la reconnaissance des compétences que les personnes notamment en situation de handicap, eh bien, comment la reconnaissance de ces compétences va contribuer à l'inclusion de ces personnes dans la société. L'inclusion sociale. Alors cette fameuse inclusion sociale, Pierre Reynaud, est-ce qu'on y est aujourd'hui grâce au numérique? Vous, par exemple, vous êtes beaucoup plus autonome qu'une personne aveugle il y a une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années. Le numérique, ça a carrément changé votre vie. Vous pouvez lire avec la voix de synthèse, vous pouvez échanger des mails, des textos. À côté de ça, ce qui vous inquiète, c'est que le numérique devient petit à petit inaccessible. Expliquez-nous. Alors, le numérique ne devient pas inaccessible. Le problème du numérique, c'est qu'il est envahissant. Il envahit littéralement tous les secteurs de notre vie, la vie sociale, culturelle, professionnelle, affective, enfin, voilà. Alors pour nous, personnes en situation de handicap, c'est plutôt pas mal. On a beaucoup gagné en autonomie, que ce soit les aveugles, les sourds, les paraplégiques, les tétraplégiques. Le numérique est, j'ai envie de dire, la prothèse 3.0 dans notre vie. Moi, je fais partie de la génération où j'ai connu l'avant et l'après, et je dis souvent, on est passé du Moyen-Âge au XXIe siècle directement. C'est-à-dire, et c'est pas un vain mot, hein, c'est pas juste une formule qui fait bien et qui se retient, c'est vraiment une réalité. Entre ce que j'ai vécu, j'ai eu mon premier appareil informatique en première au lycée, donc ça remonte aux années 80, et là déjà je suis passé de, je sais pas, 2 étagères remplies de classeurs de papier braille, et ceux qui connaissent le braille me comprendront tout de suite, à quelques cassettes, puisqu'à l'époque c'était même pas encore les disquettes, c'était les cassettes, et à une machine qui faisait beaucoup de bruit, à un appareil qui était un peu plus gros que celui que j'ai sur les genoux, mais qui était déjà une avancée extraordinaire. Oui, des avancées, mais ce que vous me disiez quand on a préparé ce débat, c'est que dans le sens où ça devient inaccessible, c'est pareil, vous preniez l'exemple du référendum d'initiative partagée qui est en ce moment sur les aéroports de Paris, et vous dites là, on ne va pas au bout des choses.
Là aussi, pour marquer les esprits, depuis 2005, il existe une loi, c'est l'article 47, qui impose l'accessibilité de tous les sites publics de l'État, des collectivités territoriales et aujourd'hui des services délégataires de services publics. Et actuellement, 90% de ces sites sont dans l'illégalité parce que inaccessibles. Et alors le numérique n'est pas devenu inaccessible, il est inaccessible dans sa grande majorité depuis la révolution numérique. Alors que c'est souvent des bonnes pratiques, des normes à respecter et surtout des lois aussi, et qui chez nous provoquent un peu une frustration parce que si vous voulez, si vous me présentez un papier, depuis que je sais que je suis aveugle, je sais que le papier c'est mon ennemi. Donc à la limite, la dématérialisation zéro papier comme nous promet le gouvernement en 2022, moi ça me séduit plutôt. Mais là, l'obstacle, c'est quoi, là, concrètement? L'obstacle, il est très simple. Si vous faites cette démarche, donc sur l'exemple du fameux référendum sur l'aéroport de Paris, je vais pouvoir remplir le formulaire. Alors, déjà, c'est très buggé, c'est-à-dire que c'est voilà, plein d'erreurs. Même pour n'importe qui, hein, c'est voilà. très compliqué, hein. Et puis, à la fin, vous avez ce qu'on appelle un CAPTCHA. Alors, le CAPTCHA, je vous explique en 2 mots ce que c'est. C'est une image dans laquelle vous avez un texte et que vous devez recopier. D'accord ? Alors imaginez un aveugle face à une image, voilà. Alors ils ont eu l'idée, parce qu'ils sont quand même pas complètement bêtes, nos développeurs, ils ont un petit peu appris, ils ont mis un CAPTCHA audio. Sauf qu'il y a des lettres, mais ils ne précisent pas si la lettre est en majuscule ou en minuscule. Et évidemment, si c'est 2 codes différents d'informatique, donc ça passe pas. C'est-à-dire qu'en réalité, pour coller vraiment, je vais passer Alors vous allez passer 5-10 minutes à vous battre avec ce formulaire qui est mal fait et plein d'erreurs. Moi, je vais passer a priori le double de temps, voire le triple, 1 demi-heure, 1 heure, et puis je vais arriver au bout et j'ai perdu 1 heure. Voilà. Et je n'ai pas le droit d'exprimer comme vous ma citoyenneté. Aujourd'hui, l'accessibilité numérique et l'accessibilité tout court, c'est un impératif de citoyenneté. Voilà, qui se traduit dans l'ensemble de notre vie. Donc le numérique, c'est un peu un paradoxe, parce qu'aujourd'hui, le numérique, comme je dis souvent, il est fait pour les jeunes urbains connectés nomades. Alors que celui et celle qui ont le plus besoin du numérique, pour employer des images très simples, c'est l'aveugle de la ravine des Cabris ou le paraplégique de Mafat. C'est lui qui a vraiment à gagner au numérique inclusif, pour rester dans les termes de ce matin. Donc remettre l'humain au cœur du numérique, c'est ce que vous dites aussi. L'humain, c'est aussi votre grande préoccupation, Boris Armance. Votre passion même, depuis que vous avez eu votre accident, c'est de sensibiliser les autres, de faire de la prévention routière. Vous alertez sur les dangers des mauvais comportements au volant, vitesse, alcool, stupéfiants, le téléphone en conduisant. Donc vous allez dans les collèges, les lycées, les entreprises. Et vous m'avez dit, c'est comme l'appel du large pour les marins. Exactement. Au tout début, c'est stressant de parler de son handicap, de ses difficultés au quotidien. Mais à force de le faire, on voit qu'il y a des personnes, des jeunes en face qui ne connaissent rien sur le handicap, sur les dangers. Au fait, c'est des jeunes. Et les informer de tout ce qui peut se passer après un accident, là par contre, monsieur, je ne savais pas que c'était comme ça. Ben oui, c'est comme ça. Maintenant, je vous sensibilise. Maintenant, c'est à vous tous de sensibiliser vos parents. Et parfois, je leur dis de lever la main, ceux et celles qui ont au moins vu une fois leurs parents prendre le téléphone au volant. Et il y a 90% des élèves qui lèvent la main. Vous voyez? Je leur dis, vous voyez? Vous voulez pas faire l'expérience là? Allez, oui. Non, c'est une vérité. 90% des élèves ont vu leurs parents prendre le téléphone au volant. C'est pas normal. Et c'est l'insouciance. Alors, on parle de l'insouciance des jeunes par rapport au danger de la route. Imaginez que je sois jeune. Je sais, ça demande un petit effort. Qu'est-ce que vous me dites concrètement? Moi, je partage. Je parle. Allez-y, vous pouvez y aller, je pense qu'on a tous des enfants. Voilà. Je parle un petit peu de comment s'est passé mon accident, et quelles circonstances, etc. L'hospitalisation. Quand on se retrouve avec un handicap du jour au lendemain, c'est pas facile. Quand on est autonome et qu'on devient dépendant, on peut plus se doucher. Il y a d'autres personnes qui nous douchent. Là, déjà, ça touche à notre vie privée.
Ça touche à l'intime et là, c'est là qu'ils prennent conscience. Exactement. Et là, elle dit non, je dirais à maman de venir me doucher. Je dis non, c'est pas comme ça. Dans un hôpital, c'est soit un homme, soit une femme qui viendra vous doucher, ou 2 femmes ou 2 hommes. Du coup, là, ils disent Et du coup, après, là, je parle de ma paraplégie ou tétraplégie. Je pense que le public connaît un petit peu c'est quoi. Ça touche aussi la sensibilité, la motricité. Et du coup, forcément, il y a des sondes urinaires à introduire dans le pénis ou pour pouvoir dévider la vessie. Et ça aussi, les jeunes ils ne le savent pas. Ils disent introduire une tubulure dans le pénis, ça fait mal. J'ai dit non, je sens rien. Et là, il dit mais comment ça, vous sentez rien? Vous voyez, c'est là que je les explique un peu en gros, c'est quoi un petit peu la paraplégie, tétraplégie, les blessés médulaires. Et quand ils entendent tout ce que je dis, c'est là qu'ils commencent à prendre conscience. J'ai dit arrêtez de faire les kékés ou à moto, soit en booster ou vélo, etc. Parce qu'ils ne prennent pas conscience. Après, c'est la jeunesse. Mais ils font moins les kékés après, vous pensez vraiment? Moi, je pense ça dure quelques jours. Je pense que oui. Peut-être qu'ils ne prendront pas conscience tout de suite, mais au fur et à mesure, en grandissant, on devient sage. Enfin, pour la plupart, mais... Alors, il y a vraiment un vrai besoin d'information chez les personnes en situation de handicap, et c'est ce que vous faites avec vos associations. C'est pareil chez les employeurs. Flavie Plante, vous vous rendez compte que c'est encore très flou pour beaucoup de monde? Oui, tout à fait, parce que, en fait, par défaut de langage, on a tendance à dire le handicap, alors qu'au final, il y a plusieurs situations de handicap. Il y a des handicaps physiques, psychiques, mentaux. Et du coup, en fonction du handicap, eh bien, les situations ne sont pas les mêmes, les manières d'aborder les personnes ne sont pas forcément les mêmes. Et cette mauvaise connaissance des situations de handicap va parfois créer des représentations erronées et surtout des représentations négatives des personnes en situation de handicap. Et ces représentations que l'on a de l'autre, qui sont erronées, qui vont qui vont compliquer en fait le rapport que l'on va construire entre personnes en situation de handicap et les autres. Et par exemple, dans le milieu professionnel, c'est ce qui peut contribuer à rendre difficile l'insertion professionnelle de ces personnes en situation de handicap. Et vous me disiez, on n'aide pas de la même façon en fonction du handicap, bien sûr. En fait, ce qu'il faut surtout rappeler, je pense, quand on est sur de l'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap, c'est la question de la compétence. Parce qu'au final, quand on veut faciliter cette insertion, on aura tendance à, surtout dans le milieu professionnel, à essayer de faire le plus d'aménagement possible, ce qui est une bonne chose, ne vous trompez pas, c'est ce que je dis, mais en fait, on a tendance à oublier qu'on recrute une compétence et que ces personnes disposent de ces compétences. Et que oui, bien sûr, quand on fait de l'insertion professionnelle, il y a un travail à faire sur l'équipe qui va être les futurs collègues de ces personnes en situation de handicap pour justement déconstruire ces représentations sociales erronées. Et une meilleure connaissance, ça permet quoi? Ça permet de faire tomber les barrières, de changer les regards sur les travailleurs handicapés? Oui, tout à fait. Ça permet en fait, surtout de se dire que la personne qui va être donc mon futur collègue dispose de la compétence appropriée et que du coup, de ne pas avoir des attentes erronées comme quoi soit la personne, elle est hyper performante ou soit au contraire, la personne, elle va me ralentir dans mon travail et que du coup, je devrais peut-être faire son travail à elle. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait cette sensibilisation et aussi ce rappel que la personne possède la compétence. Et sans ça, qu'est-ce qui se passe?
Sans ça, ce qui se passe, je pense que les recruteurs dans cette salle seraient en capacité de mieux vous le dire que moi, mais ce qui risque de se passer, c'est que c'est des situations en fait d'incompréhension et de mauvaise communication qui vont faire que du côté de la personne en situation de handicap, elle va se sentir stigmatisée, rejetée, elle va dire que les gens ne font pas d'efforts, alors que ils essaient d'en faire, sauf qu'ils ne savent pas forcément comment s'y prendre. Et du côté des employés, ça va alimenter ces fameuses images négatives et ils vont se dire non, mais au final on a recruté cette personne parce qu'elle est handicapée, mais moi, dans mon travail à moi, c'est compliqué. On parlait du numérique et vous parlez de recrutement, je fais le lien. Vous aussi, vous trouvez que le numérique, ça peut être un super outil pour valoriser les personnes en situation de handicap. Et vous avez même un exemple très précis qui montre que pour le recrutement des travailleurs handicapés, il y a encore du chemin à parcourir. Tout à fait. Alors en fait, c'est cette idée d'insister sur la compétence. Parfois, en fonction des handicaps, les personnes ne sont pas forcément capables d'expliquer justement la compétence qu'ils ont. Mais ils possèdent cette compétence. Et cette idée, elle vient d'un ESAT du tampon qui consiste à dire que pour montrer aux recruteurs que les personnes disposent de cette compétence, eh bien, on va les filmer en train de réaliser les différentes tâches, les différentes missions attendues pour illustrer cette compétence. Et je pense que de cette manière, le fait de contribuer à alimenter le CV de la personne avec des images précises de ce qu'elle est en capacité de faire, ça peut aider à changer le regard. Et c'est mis en place, ça va être mis en place, ça c'est un projet qui est en cours, oui, tout à fait. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens pour ça? Non, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens. Même avec un téléphone portable, c'est possible. L'idée, c'est juste de dire qu'on voit la personne en train de travailler et ce n'est pas parce qu'elle n'arrive pas à exprimer les gestes qu'elle n'est pas en capacité de le faire. Au contraire, parfois, elle est beaucoup plus impliquée dans ce qu'elle fait parce qu'elle a vraiment trouvé le secteur d'activité qui lui procure du plaisir et elle va s'impliquer dans son travail. Je reviens vers vous, Sandrine Charrier. Votre première priorité, on l'a déjà dit, ça a été de maintenir, de permettre à certains de vos salariés de conserver leur place à la SHLMR, ceux qui sont les plus en difficulté ou qui obtiennent leur classification RQTH. Et maintenant, vous êtes dans une deuxième phase, vous cherchez à recruter. Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Si oui, lesquelles? Oui, alors le recrutement, c'est effectivement un enjeu important pour une entreprise. C'est l'acte 2, c'est ça? Ouais. On a peur de se tromper. On cherche le bon profit et comme disait Flavie, on cherche des compétences avant tout. Donc une fois qu'il a identifié un poste, qu'il a été validé par la direction générale, on le publie en externe si on n'a pas identifié quelqu'un en interne. On passe par la presse, on passe par Pôle emploi, par éventuellement des cabinets de recrutement. Et là, très très peu ou pas de candidatures de travailleurs handicapés. Alors on ne cherche pas particulièrement. Pas de candidatures sur des postes en particulier? Sur la majorité des postes. Monsieur Castagnier disait en préambule que les niveaux de qualification des personnes handicapées à La Réunion sont plutôt faibles. Et je lisais l'autre jour qu'effectivement les métiers recherchés ici sont surtout le nettoyage, les espaces verts. Donc voilà, donc c'est compliqué. Ça veut dire que vous n'avez pas de candidats sur les postes de cadre concrètement par exemple? Non. Donc là on s'est posé la question avec l'équipe, on s'est dit comment faire et en fait c'est peut-être à nous de modifier aussi notre démarche de recrutement. Les gens sont certainement en poste, donc peut-être utiliser d'autres moyens, aller les chercher. Les débaucher? Les débaucher, les sourcer. Voilà. Et pour reprendre aussi ce que disait M. Castagnier tout à l'heure, c'est important de revoir la formation, que ce soit la formation initiale avec l'éducation nationale, que ce soit les organismes de formation, le Pôle emploi, Cap emploi. Réfléchissons ensemble, interrogeons les entreprises et formons sur les besoins, sur les compétences
dont les entreprises ont besoin. On parlait du numérique, on est en pleine transformation numérique, les métiers vont changer. Voilà, c'est peut-être une opportunité, formons les jeunes et les gens qui recherchent de l'emploi sur des métiers dont les entreprises ont besoin. Le numérique, vous aussi, vous l'utilisez à la SHLMR beaucoup? C'est un moyen d'adapter? Alors oui, c'est de plus en plus. De toute façon, on n'a pas le choix et c'est pour améliorer notre service, pour améliorer la satisfaction client et faire évoluer les métiers vers plus de disponibilité, vers plus de proximité et être moins sur des tâches administratives. Alors c'est vrai que quels que soient les métiers, le numérique, il est incontournable. Pierre Reynaud, vous qui êtes notre expert en numérique, c'est plutôt une bonne chose ou il y a un danger là? Comme toute transformation rapide, il y a des dangers dans le numérique, mais si vous permettez, je voudrais revenir juste sur la notion de compétence, parce que pour moi qui suis personne en situation de handicap, je pense que c'est très important d'associer enfin le mot compétence, la notion de compétence à la notion de handicap. Alors pour les travailleurs handicapés que nous sommes, mais aussi pour les gens qui travaillent dans le domaine du handicap, parce qu'on sort quand même de toute une histoire où pour s'occuper des personnes handicapées, il suffit d'avoir un bon cœur et d'être volontaire, et c'est un sacerdoce, une passion, une vocation. Non. Pour s'occuper des personnes, alors évidemment il faut avoir de l'humanité, mais pour s'occuper du handicap, à quelque niveau que ce soit, il faut des compétences. Et c'est pas parce que vous n'avez pas de jambes, pas d'yeux, pas d'oreilles, ou que vous êtes neurologiquement atypique, comme on dit des autistes, que vous n'avez pas des compétences. D'accord ? Il faut arrêter d'avoir ces stéréotypes. Il y avait une étude de la GFIP qui a été faite il y a des années et qui, paraît-il, de fait, est toujours d'actualité. C'est que plus on monte dans la hiérarchie, plus on a la vision du handicap. L'handicapé est gentil, courageux. C'est quelqu'un de bien, l'handicapé, mais il n'est pas compétent. Voilà. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pas parce qu'on a un handicap, un organe qui fonctionne mal ou pas, qu'on n'a pas des compétences. Deuxième chose à savoir, je finis après la digression, il faut aussi vous rappeler tout le temps que 85% des handicaps sont des handicaps acquis. Seuls 15%, moi je fais partie des espèces un peu en voie de disparition, c'est-à-dire des handicapés congénitaux. Il y en a de moins en moins. Alors pas tant que ça, mais disons que la vie, les accidents de la vie, les accidents tout court, les maladies dégénératives et tout simplement l'avancée en âge provoquent la dépendance. D'accord ? Donc il ne faut pas perdre ça de vue. Le handicap, c'est pas juste les autres, c'est tout le monde, malheureusement. Voilà, ça c'était pour mettre un peu un froid dans la salle et pour bien nous remettre tous face à cette problématique-là, incompétence et handicap. C'était pour pas répondre à ma question en fait, non? Voilà, c'est ça. Alors, c'est une bonne chose ou pas, finalement, le numérique qui s'incruste partout dans tous les métiers? C'est plutôt une bonne chose s'il respecte l'humain, si le numérique est accessible et s'il n'est pas fait au détriment de l'humain. Je suis aujourd'hui dans des postes, dans des compétences, justement, pour revenir sur cette notion-là, que je n'aurais jamais pu faire il y a 30 ans. Mais il ne faut pas que la dématérialisation se fasse au détriment de l'humain. Il faut qu'il y ait une réelle inclusion numérique, pour revenir dans le sujet, mais l'inclusion numérique ne fonctionnera pas si il n'y a pas à l'autre bout l'accessibilité du numérique, c'est-à-dire un numérique qui est respectueux de l'humain, qui est utilisable, qui est accessible. Et les humains... il faut développer de nouveaux métiers, de nouvelles compétences qu'on peut appeler aidants numériques, médiateurs numériques, des gens qui vont aider les personnes en situation de handicap, les seniors, les personnes éloignées du numérique, à aller vers le numérique, à ne pas rester sur le bord de la route. Des rapports de gens très sérieux pointent le fait que si ça continue comme ça, on va exclure, là c'est l'inverse de l'inclusion, 20% de la population. Donc c'est un peu un paradoxe le numérique, hein. On le voit dans les campagnes électorales, on fait dire tout et n'importe quoi au numérique. Le numérique c'est le diable, le numérique c'est le bien absolu. Le numérique c'est un outil et cet outil on en fera ce qu'on a envie d'en faire nous en tant que citoyens ici dans cette salle, qu'on soit en situation de handicap ou qu'on soit dit valide.
Alors offrir des outils spécifiques aux personnes en situation de handicap, c'est en quelque sorte une discrimination positive, Flavie Plante, et ça existe aussi en matière d'emploi avec des dispositifs imaginés pour ce public spécifiquement. Vous m'avez dit quand on a préparé ce débat, attention à la discrimination positive, c'est ça le problème du handicap. Pourquoi ? En fait, je pense que ce que j'ai voulu dire, c'est que à force de trop vouloir bien faire, parfois, on va alimenter en fait les situations qui peuvent être stigmatisantes. C'est pas parce qu'on ajoute positif à discrimination que ce n'en est plus une. Et c'est pour ça que la difficulté que nous avons tous, c'est de savoir en fait comment faire en sorte que la personne avec qui l'on va travailler, la personne à qui on s'adresse, n'ait pas l'impression qu'on la dévalorise. L'une des questions que vous m'avez posées en ce début d'entretien, c'est que le centre de formation considère la personne comme une personne à part entière. Enfin, c'est à peu près ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que non, en fait, dans la mesure où mon centre de formation et moi-même, je n'ai pas à considérer, on est tous des personnes à part entière. Et du coup, parfois, ces maladresses de langage, elles ne sont pas volontaires, elles ne sont pas malveillantes, mais ça va contribuer en fait à créer certaines ruptures de communication et des situations de malaise qui ne vont pas permettre le fait que les personnes elles puissent le plus possible continuer à travailler ensemble. Mais il peut y avoir une appréhension justement par rapport à ces préjugés, ces regards pollués, on va dire, une appréhension des employés valides quand on recrute RQTH. Vous avez pris l'exemple d'une caissière dans une grande surface. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans un recrutement d'une grande surface, on a annoncé à l'équipe qu'il y allait avoir un recrutement sur un poste donc d'hôtesse de caisse d'une personne en situation de handicap. Et là, l'appréhension de l'ensemble de l'équipe, c'était de dire que est-ce que la personne recrutée, elle allait tenir le rythme, notamment au moment de forte affluence. Et du coup, la peur qu'il y avait à ce moment-là, c'était de dire que si la personne n'y arrive pas, eh bien les autres, c'est elle qui allait du coup le plus travailler. Et c'est pour ça que cette grande surface a décidé donc de sensibiliser son personnel, de dire que comment ça allait se dérouler l'adaptation du poste pour aider à la déconstruction des représentations de ce personnel-là. Oui, alors on voit il y a beaucoup de doutes encore. Il y a besoin d'éclaircir les choses, des doutes, des hésitations autour de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et pourtant, Sandrine Charrier, le plus souvent, ça se passe bien. L'expérience le montre. Ça peut même devenir un atout pour manager. Qu'est-ce que vous constatez, vous ? Oui, alors j'ai un exemple qui reflète un peu ce que disait Flavie. Il y a quelques années, je travaillais dans une enseigne de restauration rapide qui fait des hamburgers. Donc, avec un clown, hein, c'est ça ? Oui. Donc là-bas, il faut être rentable, il faut être, voilà, c'est... Il faut que ça tourne. Il y a fast, c'est ça, hein, Pierre ? Voilà. Rapide, ouais. Rapide. Et un beau jour, un jeune homme se pointe et me dit, voilà, je suis handicapé, il était handicapé moteur et mental, et il me dit, mon rêve, je veux faire un stage dans ce restaurant. Ok, on y va. Le stage s'est mal passé pour tout le monde, pour les managers, pour les collègues, sauf pour lui. Lui, il était content. C'est-à-dire ? Et il me dit non, moi permettez-moi un contrat, je vais y arriver, tout ça. Donc à l'époque, je connaissais pas la GFIP, je connaissais pas tous ces dispositifs. Donc je dis ok, on tente. Donc ils ont fait la gueule, hein, les managers, les collègues. Vous avez été courageuse sur ce coup-là. Oui, mais bon, on avait à l'époque dans cette enseigne, on avait 0 personnes handicapées. Donc voilà, il fallait mettre quelque chose en place.
Et pour les calmer, je m'étais renseignée un petit peu, j'ai mis en place une reconnaissance de la lourdeur du handicap et j'ai expliqué à mes managers, cette personne ne vous coûtera rien, donc faites l'effort. Et ça les a pas trop calmés, et puis oui, mais il nous ralentit, on a des objectifs. Voilà. Et puis finalement, cette personne, elle arrivait tous les matins de bonne humeur, elle arrivait avec un sourire, en plus elle était drôle. Et donc au fur et à mesure, elle s'est intégrée. Au fur et à mesure, ses collègues ont décidé de l'aider, ont décidé qu'il allait s'en sortir. Et au bout de quelques semaines, il a signé un CDI. Voilà. Et ça a vraiment mis de la bienveillance. Et je dirais qu'un management bienveillant et qui donne du sens, ça profite à tout le monde et pas qu'aux personnes handicapées. Voilà. Belle expérience, oui. Vous vouliez rajouter autre chose? Oui, belle expérience. Et je voulais en parler tout à l'heure dans le recrutement, mais on a mis aussi en place une convention avec la GFIP. Il y a 2 ans, où on a pu accueillir une dizaine de personnes en stage, des personnes autistes. Et ça a été aussi une belle expérience. Aujourd'hui, on a 2 personnes qui vont vers un contrat pérenne. Donc Après, ça se passe toujours pas de cette façon. Hein. C'est aussi en fonction de la personnalité des équipes, la personnalité du responsable, de la personne aussi qu'on accueille. Voilà. Mais ce que disait Flavie, et ça c'est extrêmement important, c'est la préparation, c'est l'accompagnement. Il y a des formations aussi qui existent. Comment manager un collaborateur qui a une reconnaissance de travailleur handicapé. Voilà. Et c'est important de communiquer. C'est important de communiquer, donc de faire savoir ce qu'on fait aussi. De quelle façon vous faites la promotion un petit peu de vos actions? Ça se passe au-delà de ce qu'on peut faire avec le maintien ou avec l'accueil des stagiaires, c'est aussi en participant à des événements. On a participé à la semaine du handicap, on a participé au Duo Day que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc l'objectif c'était de faire rencontrer un salarié et une personne handicapée en recherche d'emploi pour une journée. C'était pour une personne l'objectif de découvrir éventuellement un métier, de découvrir une entreprise. Donc on a une quinzaine de salariés qui se sont portés volontaires. Malheureusement, c'est un bon début. On a accueilli 2 personnes. Ça s'est bien passé. Et vous avez accueilli 2 personnes alors qu'il y avait 11 candidats dans l'entreprise qui étaient volontaires. On n'a pas eu de candidats sur les métiers qu'on proposait. C'était quoi les métiers proposés? Il y avait de tout. Donc les personnes qu'on a accueillies, il y avait une personne au service recouvrement et une personne au service insertion. Voilà. Après, il y a des assistantes de direction, il y a tous les métiers qui étaient un peu représentés. Voilà. Et quel bilan vous en tirez alors du Duo Day? Parce que c'est la première fois, il y avait une première édition l'année dernière et là c'est votre première participation. Ouais. Là on a été sollicité cette année, donc ça s'est bien passé. Après 2 personnes, voilà. Après, pour quand même finir sur une note positive, on a identifié un poste dans un des services pour l'année prochaine qu'on allait ouvrir. Et la personne qui a passé la journée dans le service a laissé une très très bonne impression. Donc elle sera intégrée dans le processus de recrutement quand on ouvrira le poste. Oui, c'est-à-dire que l'opération, c'est pas un coup dans l'eau comme ça. L'idée, c'est qu'elle connaisse des lendemains. Oui, ça peut donner aussi des perspectives, des idées de métier, de formation. Puis nous, ça nous permet de rencontrer des gens. Boris, vous, c'est tous les jours que vous menez des opérations de sensibilisation, que vous sensibilisez les gens à cette question du handicap. Ce sont des activités bénévoles, bien sûr, qui sont possibles parce que vous avez du temps libre, vous ne travaillez pas, on le disait tout à l'heure, et pourtant vous avez cherché du travail. Mais ça n'a pas été concluant toujours. Vous nous avez raconté cette histoire tout à l'heure de ce magasin de sport qui n'était pas accessible pour vous. C'est quoi votre sentiment quand vous voyez les portes qui s'entr'ouvrent et puis qui sont aussitôt refermées? Pour moi, c'est un peu une tristesse, je veux dire. Avant l'inclusion, je parle avant l'inclusion dans le domaine du travail d'une personne en situation de handicap, il y a
D'abord, il y a l'inclusion sociale aussi. Ça commence par là, parce que quand on se retrouve avec un handicap du jour au lendemain, on se referme, on se replie, et puis on est dans notre bulle, etc. D'abord, il faut qu'il y ait une inclusion sociale. Et nous, au niveau de l'association, c'est pour ça que il est basé au centre de rééducation fonctionnelle, et les patients ils peuvent y venir, et aussi les adhérents, pour pouvoir sortir de chez eux. Parce que des fois, c'est pas vraiment très accessible au niveau de la route, etc. Je prends exemple, en arrivant ici avec ma voiture adaptée, et le parking est tout au bout là-bas. Et il fallait passer sur le trottoir pour arriver jusqu'ici. Et c'est pas vraiment évident. Moi, je suis un peu un tout-terrain. Oui, vous montrez vos bras, vous êtes sportif, voilà, vous êtes basketteur. Oui, on pratique avec l'association le sport adapté, le basket fauteuil et aussi paratennis. Et on propose aussi aux patients des initiations. Bon, là, on est dans l'attente de la construction d'un terrain de basket au centre de rééducation. On propose l'initiation, etc. Et vous voyez, le parcours pour arriver jusqu'ici n'est pas très très évident. Moi, j'y arrive, mais une personne qui a une tétraplégie partielle, je pense qu'il n'arriverait pas, parce qu'il y a des obstacles, les trottoirs sont inadaptés, il y a des petites marches comme ça, et c'est pas vraiment évident pour une personne qui est en situation de handicap de sortir de chez eux. Et après, l'inclusion professionnelle vient après, moi je trouve. Ouais. Vous avez eu aussi une expérience professionnelle au CCAS, le Centre communal d'action sociale de Saint-Pierre. Oui, j'ai suivi un stage de rémobilisation pour réapprendre à faire un CV, etc. Et j'ai eu un stage à la filière handicap de la CCAS de Saint-Pierre. Voilà, j'étais un peu assistant, accompagner les personnes en situation de handicap pour les démarches administratives, que ce soit dossier MDPH ou dossier de CMU, etc. Et alors, bilan ? C'était très bien, mais moi je suis un homme du terrain. Voilà, vous préférez travailler en extérieur. Voilà. Et puis le lien social, enfin exactement, le dialogue avec tout le monde. Voilà, exactement, le dialogue, bouger, voilà. On va faire un tour de conclusion parce qu'on arrive pas encore au terme, mais voilà presque de ce débat. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses ? Sandrine Charrier, si vous aviez un souhait à faire, ce serait lequel, vu du côté de l'employeur ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Simplifier les démarches, changer les mentalités ? Oui, alors je résumerai par dire faire des efforts jusqu'à ce que cela devienne naturel. Voilà, c'est de faire prendre conscience, que les entreprises prennent conscience, et d'ailleurs pas que les entreprises, que c'est notre responsabilité de tous. C'est nous qui avons mis en place une société basée sur un modèle économique qui crée des exclusions. Donc c'est à nous d'y remédier et de mettre les choses en place pour que chacun puisse participer à la bonne marche de la société. Et je dirais que nous, à la SHLMR, on est un bailleur, on a une vocation sociale, donc à nous de montrer l'exemple. On partage certaines valeurs, à nous de montrer cet exemple aux autres entreprises. Et je dirais que ça doit vraiment être une démarche volontaire de la part d'une entreprise, ça ne tombera pas du ciel. Voilà, donc il faut commencer par écrire une politique sur le handicap avec des objectifs à court terme, à moyen terme, avec des choses concrètes. C'est rencontrer le médecin du travail, c'est rencontrer les partenaires, c'est le Cap emploi, c'est pourquoi pas nommer un référent dans l'entreprise, un référent handicap. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit un salarié qu'on recrute, c'est juste quelqu'un qui, au-delà de son travail, a une sensibilité particulière et va pouvoir être un interlocuteur de confiance pour les personnes, pour qu'ils osent se confier, pour qu'ils les accompagnent dans la mise en place de démarches, d'aménagements. C'est plein de petites choses qui peuvent être mises en place. Donc c'est faire des efforts au départ et après c'est quelque chose d'évident, de normal. Et je dirais aussi qu'il faut envisager les choses
dans leur globalité. L'emploi, c'est une chose. On n'a pas de logement, on n'a pas un logement décent, on n'a pas de transport, il n'y a pas de travail possible. Voilà, il faut toujours raisonner sur mettre en adéquation tous ces aspects. Le logement, le transport, les services et l'emploi avec également. Et le message aussi, c'est de dire aux salariés, n'hésitez pas à vous faire connaître. Oui, alors c'est pas forcément simple dans toutes les entreprises. Je sais pas, peut-être que l'accueil n'est pas aussi favorable que chez nous. Ça dépend des gens qui on a en face de soi. Mais c'est justement par des exemples, comme des entreprises comme nous qui allons pouvoir montrer l'exemple et par la communication que va faire la GFIP et le Camp Emploi qui pourront amener à plus d'ouverture d'esprit. Vous, Flavie Plante, dans chacune des promotions de l'EMAP, donc votre centre de formation de travailleurs sociaux, il y a 1 ou 2 étudiants handicapés sur 30 étudiants au total, chaque promotion, je dis bien. C'est une question de quota ou bien de bon sens? Est-ce que c'est là qu'il y a du progrès à faire? Alors, je pense que là où il y a le progrès véritablement à faire, c'est la sensibilisation dès le plus jeune âge. Et l'idée, c'est, enfin pour moi, dans ma société idéale à moi, l'idée, ce serait en fait de permettre aux plus jeunes de vraiment mieux connaître le handicap. Nous, à l'EMAP, en fait, on a pour voisin le foyer Albert Barbeau de la Fondation Père Favron, donc, qui accueille différents résidents en situation de handicap. Et donc, plusieurs fois dans l'année, nous organisons avec eux des activités et nous invitons les habitants du quartier, les élèves du primaire au lycée. Et la dernière activité que l'on a mis en place, c'était lors de la journée mondiale du travail social. Donc à l'EMAP, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait des activités autour du jardinage, de la musique, du cinéma. Il y avait même un flash mob. Et chacune de ces activités est bien regroupée à chaque moment où elles étaient réalisées, aussi bien donc nos étudiants à nous que des résidents de la Fondation, que des élèves donc de la maternelle au lycée. Et au début des premiers temps, comme ces élèves n'ont pas forcément l'habitude de côtoyer des personnes en situation de handicap, c'est une réalité, il y a un temps où le regard, il est un peu interloqué. Mais après, ce qui va prendre le dessus, c'est l'activité qui va être réalisée en commun. Et du coup, cette activité, elle va réunir tout le monde. Et le handicap, il va passer à un autre plan. Ce qui va compter, c'est que tout le monde puisse réaliser des activités ensemble. Donc je pense que le réel effort pour réussir à arriver à une société inclusive, ce ne sont pas des quotas forcément, mais c'est dès le plus jeune âge sensibiliser aux différentes formes de handicap et continuer tout au long de la vie. Et puis il y a autre chose, c'est vous pensez qu'il faut dire stop au CV de façon générale. Oui, alors là, stop au CV, mais pour tout le monde, parce qu'au final, le CV, c'est une feuille de papier qui ne permet pas de bien montrer quelles sont les compétences des uns et des autres, quelles sont les motivations et surtout les valeurs des uns et des autres, parce qu'on recrute aussi des personnes sur les valeurs qu'elle peut apporter à l'entreprise et qu'elle peut partager. Donc oui, il y a des outils comme ça dans la société, que ce soit le CV, la lettre de motivation, qui ne sont plus du tout, enfin qui ne sont pas adaptés à tout le monde et qui du coup vont créer de l'exclusion. Alors on fait comment s'il n'y a plus de CV ? Eh bien, on innove. Donc, le numérique peut être une source. Le fait de mettre les gens en situation, nous avons organisé, nous, à l'EMAP, un recrutement pour des personnes en cuisine, où on a fait comme une sorte de masterchef, c'est-à-dire qu'on a mis les personnes avec des ingrédients et on leur a demandé de nous concocter un plat pour être sûr que, justement, ces personnes avaient réellement des compétences en cuisine. Qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné qu'on a recruté 4 personnes du quartier qui n'ont pas de diplôme, mais qui, comme elles cuisinent régulièrement chez elles, elles avaient du mal à trouver de l'emploi parce que justement le diplôme était un frein. Mais là, en faisant ce recrutement-là, elles ont pu montrer tout leur talent et leurs compétences dans la réalisation de ces plats.
Boris, de votre côté, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer le dialogue que vous pratiquez tous les jours avec votre groupe de parole, Ambiance Café, vous en disiez un mot tout à l'heure, peut-être y revenir à l'occasion de cette conclusion. C'est une grande première à La Réunion, c'est assez... Oui, c'est une grande première parce que parler du handicap avec les personnes porteuses de handicap, des fois c'est encore, je peux dire, un peu tabou. Parce que y a l'acceptation, il y a la colère, il y a encore plein de choses. Il y a plusieurs phases à passer avant de pouvoir justement avoir une vie épanouie. Et des phases qui ne durent pas, c'est pas la même durée chez chacun. Voilà, chaque personne, une personne à part entière, et du coup, il prend le temps qu'il faut justement pour pouvoir... il y en a qui n'arrivent pas malheureusement, mais il faut qu'on prenne notre temps pour apprendre à vivre avec notre handicap. Et justement, dans ce groupe de parole, on co-anime avec les personnes en situation de handicap, on est 4 personnes en PMR à pouvoir bénéficier du groupe de parole et animer avec les employés. Et justement, on rencontre les patients, discuter de tout, que ce soit parler vie affective, auto-école adaptée, je veux dire avoir un appartement adapté, quelles sont les démarches à faire, etc. Et ça, c'est pour justement lancer la discussion et pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leur démarche, de ne pas être vraiment dépendants d'une tierce personne. Enfin, pour ceux qui peuvent. Et du coup, moi, je vais dire, comme Madame Flavie, stop au CV. Parce que moi-même, j'ai pas de diplôme, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas des compétences. Parler en public, etc., m'exprimer, etc., il n'y a pas de problème. C'est mon expérience. Il y en a beaucoup qui pourraient vous recruter peut-être aujourd'hui. On ne sait jamais. Voilà, je vais dire, chacun d'entre nous a des compétences. Je vais dire, dans les rayons, je vais dire, une personne qui, de petite taille, il ne peut pas prendre des trucs en hauteur, comme moi. Je demande de l'aide. On a tous des compétences. Et il y a monsieur à côté... Pierre Reynaud. Pierre, il est malvoyant, mais il a des compétences. Je pense qu'il écoute. Il est très très à l'écoute, je pense, des autres. Et ça aussi, c'est une certaine compétence en soi. Et du coup, voilà. Moi, pour les recruteurs, moi je dis, il faut au moins voir des personnes en situation de handicap qui ont l'air QTH. Au moins qu'ils savent à qui ils ont affaire et à lancer la discussion, etc. Voilà. Je voulais saluer quand même avant, puisqu'il y aura des questions avec la salle après, mais vous nous parliez très vite de votre troisième casquette associative. On a parlé de celle sur la sensibilisation à la prévention routière, de l'association des handicapés physiques du Sud qui vous permet de faire du handisport. Et puis il y a Handicapable 974 qui a organisé un tour de l'île l'année dernière. Voilà, des personnes autrement pour la capables. sensibilisation. Et là, cette année, vous allez monter à Sillaos. Alors il y a des gens qui nous regardent en vidéo puisque cette séquence elle est filmée. Et il y a des gens de métropole qui ne connaissent pas la Réunion. Je vais résumer, c'est l'Alpe d'Huez, Sillaos. Voilà, c'est l'Alpe d'Huez de la Réunion. Oh, oui. Et vous allez monter de quelle façon Le 5 septembre, on fera la montée de Sillaos avec des accompagnateurs, bien sûr, parce que la route, elle est vraiment très... avec des grosses dénivelées. On aura la route aux 400 virages. Voilà, la route aux 400 virages. Et aussi, pourquoi monter à Sillaos? Parce que c'est un endroit isolé. Du coup, des personnes en situation de handicap sont isolées. Du coup, on va vers ces personnes-là, justement, pour dire qu'ils ne sont pas seuls et pour aussi sensibiliser la population réunionnaise, comme l'année dernière, en 2008, pour faire le tour de l'île en fauteuil roulant, pour sensibiliser toute la population, que ce soit sur l'accessibilité ou autre. Vous serez combien à monter à Sillaos? On serait 3 personnes en fauteuil. Du coup, avec un encadrement, bien sûr. Avec un encadrement, là, il y a la sécurité sociale, il y a des associations de policiers qui seront avec nous, les pousseurs, les trailers. Voilà, ce sera dans un encadrement bien sécurisé. Et la sécurité routière, on sera 3 en fauteuil. Il y aura le président de l'association Handicapable 974.
Monsieur Cédric Buseman qui n'a pas pu être présent, qui a la sclérose en plaques. Il y aura Alain Rivière qui est responsable sport de l'association AHPS de Saint-Pierre, et moi-même qui est président de l'association Claire. Voilà. Pierre Reynaud, on va te donner un micro à Pierre. Quand vous entendez Boris nous raconter cette aventure, ça vous inspire quoi ? Éventuellement, je monterai en voiture à Sillaos, mais par contre, je ne tenterai pas l'expérience en fauteuil roulant, ni avec la canne blanche. Mais c'est super. C'est comme ça aussi qu'on fait avancer les choses. Et puis, c'est vrai je m'attacherai à la dernière partie de sa phrase. On n'imagine pas à quel point les personnes en situation de handicap, à La Réunion, mais aussi ailleurs, sont isolées. Dans un isolement et une solitude qui est terrible. Voilà, donc voilà ce que ça m'inspire, c'est garder à l'esprit qu'on est très isolé dans cette société, isolement physique, économique, social, souvent affectif aussi. Donc c'est vrai qu'un des premiers travaux du tissu associatif, entre autres, nous on le fait aussi auprès des personnes aveugles et malvoyantes, c'est de rompre cet isolement des personnes en situation de handicap à la Réunion. Et ce serait quoi la solution alors justement pour faire tomber l'isolement ? Alors la solution, moi quand on m'a sollicité pour participer à cette table ronde sur l'inclusion pour moi c'était pas clair. J'avoue que c'était un concept que j'entendais beaucoup et de plus en plus, et c'était pas clair, donc quand c'est pas clair j'essaye de l'éclaircir, hein. Donc j'ai demandé à mon ami Google, hein, j'ai tapé qu'est-ce que l'inclusion tout simplement, hein, dans cette période de bac de philo, vous savez, on commence par la définition du terme, et j'ai trouvé des choses extraordinaires. L'inclusion est une utopie extraordinaire, c'est le vivre ensemble, c'est tous ensemble égaux, qu'on soit noir, blanc, hétérosexuel, homosexuel, de n'importe quelle race, tous les handicaps, tous ensemble. Super, génial. Sauf que le problème quand on met toutes les problématiques ensemble, c'est qu'on a tendance à noyer un petit peu le sujet. Alors quand on met les gens à part, on les stigmatise, quand on les met tous dans le même panier et qu'on secoue très fort, on noie le sujet. C'est-à-dire que je me suis aperçu, à force de lire, à force de parcourir, alors j'ai aussi lu en totalité le recueil des 10 témoins associés à ces conférences, et j'avoue que le témoignage qui m'a le plus intéressé, et celui que je vous conseille de lire, et celui sur lequel j'adhère le plus, c'est celui de Vanessa François, qui est l'alpiniste qui a eu une chute apparemment en faisant de l'alpinisme et qui est devenue paraplégique, et c'est elle qui parle d'accessibilité. Voilà. Moi, la conclusion que j'ai un petit peu, pour faire bref, c'est que l'inclusion, je l'entends beaucoup dans la bouche des gens qui parlent du handicap, mais qui ne sont pas handicapés eux-mêmes, des acteurs du handicap, beaucoup en termes de communication aujourd'hui dans la bouche de nos gouvernants. Alors l'inclusion, on en entend parler à tort et à travers. Par contre, il existe une loi, c'est la loi de 2005 que tout le monde connaît, je pense ici, qui imposait des objectifs d'accessibilité, sachant que l'accessibilité, on en parle depuis 1975. Donc là, ça fait plus de 50 ans bientôt, hein. Ça fait enfin au moins plus de 40 ans. Pas d'inclusion sans accessibilité. Et c'est assez intéressant, c'est que les handicapés, on parle beaucoup moins, nous, d'inclusion, mais beaucoup plus d'accessibilité. C'est-à-dire que l'inclusion, ça implique une notion de participation à la société. Notre ami Boris a failli ne pas participer aujourd'hui, parce que s'il n'avait pas réussi à monter sur le trottoir, on avait beau faire un débat sur l'inclusion, il ne serait pas venu. D'accord ? Parce que ce n'était pas accessible. J'ai une petite anecdote, exactement ici, dans cette même salle, a priori, j'ai participé il y a quelque temps à une journée sur l'accessibilité à la santé. Et on m'a demandé d'intervenir, et à un moment donné, on intervenait, on était tous là, en randonnion sur la scène, et puis à un moment donné, j'entends des applaudissements. Et puis je me dis, mais c'est bizarre, ils applaudissent quoi ? Évidemment, moi, je n'avais pas le visuel. Et on me dit, on a enfin réussi à faire monter l'intervenant en fauteuil roulant sur la scène. Voilà, c'est bien l'inclusion, hein. Mais pensez quand même que l'inclusion ne pourra pas marcher pour nous, les personnes en situation de handicap, s'il n'y a pas d'accessibilité. Donc l'accessibilité, elle est dans la loi depuis 2005, elle était prévue en 2015, sauf qu'évidemment, en 2014, on s'est dit, oulala, mais on n'a rien fait. Et puis en plus, ça coûte cher, évidemment. Moins on en fait, plus ça coûtera cher. Donc en 2015, on a un peu botté en touche, on a fait des super agendas qui ramènent les dates à 3, 6, 9 et à vitam aeternam. On connaît ça aussi en accessibilité numérique.
Hein. Voilà. Posez-vous la question, pourquoi les acteurs du handicap parlent beaucoup d'inclusion et nous, les personnes en situation de handicap, on parle beaucoup d'accessibilité. Pas d'inclusion sans accessibilité. Il nous faut une société accessible pour qu'on puisse, nous, par exemple, les personnes aveugles, travailler avec vous si les logiciels métiers sont accessibles. Parce qu'on a des aveugles qui ont perdu leur emploi parce que l'application métier est inaccessible. Je vais vous donner un exemple qui est pareil depuis des années, rien ne se passe. On est en période de bac aujourd'hui. Vous avez dans l'éducation nationale un logiciel qui s'appelle Pronote. S'il y a des profs ici dans la salle ou des élèves, ils connaissent, puisque c'est là-dessus que tout se fait aujourd'hui. Ben, sachez que le logiciel Pronote est illégal, il ne respecte pas la loi, il est inaccessible. Donc, je suis professeur de l'éducation nationale, j'ai des compétences, ce qui n'est pas mon cas, je ne suis pas professeur d'éducation nationale, mais si j'étais professeur d'éducation nationale, et j'en connais, alors qu'ils ont, éventuellement, ils sont non-voyants, donc ils peuvent aller sur du numérique accessible, ben, ils sont obligés de déléguer à leur assistant tout le travail qu'il faut faire sur Pronote. Je suis parent d'un enfant, je suis parent aveugle d'un enfant dit normal, ce qui est le cas, ce qui est mon cas, ben je ne peux pas accéder, je ne pourrai pas accéder quand il sera au collège, comme tout un parent, à ces logiciels-là. Voilà, donc c'est ça qui me gênait un petit peu finalement, après beaucoup de lectures, beaucoup d'échanges, parce que j'en ai parlé, on me demande de participer à une conférence sur l'inclusion, qu'est-ce que vous en pensez? Et après réflexion, voilà, c'est que et d'ailleurs, depuis ce matin, depuis tout à l'heure, j'entends beaucoup parler d'inclusion et très peu d'accessibilité. Et ce qui est symptomatique, c'est que la seule personne à vraiment parler d'accès, c'est mon collègue Boris, à ma gauche. Ben oui, parce que lui, il la vit tous les jours. Nous la vivons tous les jours. Nous voulons bien nous inclure, nous vivons la société inclusive, c'est extraordinaire. Mais rendons une société inclusive et accessible. Ou accessible et inclusive. Les deux sont indissociables. Merci. Merci Pierre. Alors, pour l'anecdote, Boris est à votre droite, vous voyez, parce que c'est l'effet haut-parleur. Voilà, c'est l'effet haut-parleur qui vous fait penser qu'il est juste à côté de vous, à votre gauche. Le haut-parleur est à votre gauche. C'est la fin de notre débat, mais pas de notre rencontre aujourd'hui qui va se poursuivre, puisqu'il y a eu beaucoup de choses de dites. Ça amène peut-être des questions dans la salle, et ça va être le moment de les poser. Nos invités sont là aussi pour répondre, et ils vont se faire un plaisir de répondre. Pour qu'on vous entende bien, il y a un micro qui doit être proposé aux personnes qui souhaitent intervenir dans la salle. S'il vous plaît, je vous demanderai de vous présenter brièvement pour qu'on sache à qui on a affaire à chaque fois, quel rapport avec le sujet. Donc n'hésitez pas, nos invités ne m'ont pas mangé, ils ne vont pas vous manger non plus, je pense. N'hésitez pas à prendre la parole, à moins qu'il n'y ait pas de questions du tout, mais ce serait quand même surprenant, après tout ce qui a été dit. Allez-y, allez-y. Merci. Bonjour, donc Myriam Castagnier pour lancer un peu le débat. Je pilote les PAS, prestations d'appui spécifiques pour les personnes en situation de troubles cognitifs et de handicap mental à la LEFPA pour la GFIP et le FIPHFP. Je rebondis sur ce que dit Pierre. L'accessibilité, elle peut être effectivement par un accès qui permette à des personnes à mobilité réduite d'accéder, des personnes qui ont des troubles sensoriels divers, auditifs, visuels. Et puis aussi, je représente ici les intelligences multiples, donc des personnes qui, pendant leur scolarité, leur accès à la formation, leur accès à l'emploi, ont besoin que l'environnement soit adapté aussi. Voilà, je voulais vous sensibiliser là-dessus. Il y a des gens qui ont de l'autisme, qui auront besoin d'un environnement social particulier, structuré, des gens qui auront des troubles dyslexiques, qui auront d'autres besoins aussi sur les écrits. Ils vont arriver éventuellement à se suradapter, mais sinon au prix d'efforts incroyables et d'une fatigue arrivée chez eux qui ne permet pas après de vivre une vie épanouie s'ils donnent tout au travail, quoi. Voilà, donc je voulais vous sensibiliser là-dessus tout simplement. Vous dire aussi, on trouvera le témoignage de la SHLMR d'ailleurs de Sandrine et son équipe dessus, et aussi les visuels des personnes avec autisme sur le site Profil au pluriel extraordinaire au pluriel.re qu'on a mené avec la Fondation Orange, la GFIP et tous nos partenaires à la LEFPA, pour sensibiliser aux intelligences multiples en effet. Voilà.
C'est des personnes autistes qui sont en emploi et leurs collègues témoignent et on peut les voir en train de travailler dans leurs compétences quotidiennes. Voilà. Merci Myriam. Fabi, peut-être une réaction ? Oui, en fait, j'aimerais réagir sur cette question d'accessibilité. Oui, tout à fait, bien entendu. En fait, il y a l'aspect que la société doit pouvoir, en tout cas, mettre en place les conditions matérielles et physique pour rendre accessible tout ce qu'elle propose à l'ensemble des personnes. Mais en plus de cette accessibilité physique, matérielle, technique, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'efforts à faire sur ce qu'on ne voit pas. Et donc, c'est aussi là l'un des enjeux de l'inclusion. Par exemple, dans mon centre de formation, quand on met en place une formation à destination de personnes en situation de handicap, le centre, il peut accueillir des personnes en fauteuil roulant, des personnes avec une canne, ça, il n'y a pas de problème. Physiquement, le site est accessible. Maintenant, là où nous avons rencontré des difficultés sur lesquelles nous avons travaillé, c'est le fait que le personnel qui devait notamment accueillir ces personnes en situation de handicap pour les aider à remplir leur dossier d'inscription en formation, eh bien, il fallait faire un travail pour qu'elles puissent mieux comprendre que ces personnes, en fonction du handicap, allaient, par exemple, lorsqu'on leur demandait une pièce justificative, eh bien, aller parler pendant 20 minutes de ce qu'elles avaient vécu auparavant, parce qu'elles avaient besoin d'une écoute et d'une attention. Et du coup, notre personnel ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait autant de confidences sur la vie privée de ces personnes-là. Et du coup, bien évidemment, ça soulève des questionnements éthiques. Et cet exemple pour vous dire que oui, l'accessibilité physique, technique est important, mais en même temps, pour que ce soit efficace, parce que quand cette accessibilité elle est présente, le travail doit être fait en parallèle et en complément sur des situations qui peuvent être handicapantes, et là ce sont les situations qui le sont et pas forcément les personnes. Donc des situations, faut travailler sur ces situations handicapantes en fait. Il faut être préparé en amont à ça et vous y travaillez. Alors une autre question qui nous vient de la salle. Devant, s'il vous plaît. Merci à Mathieu pour la transmission du micro. Bonjour, donc, je m'appelle Emmanuelle. Donc, je suis chef d'entreprise. Donc, je gère un centre de formation depuis 4 ans. Et le centre de formation s'appelle Sourd, c'est D-O-W-E, DO Formation. Voilà, donc je voulais vous dire merci. Donc Madame Valette, Madame Valette. Donc merci, je ne sais pas si elle est là. Donc merci parce que nous travaillons ensemble. Donc en partenariat sur ce dossier. Donc on demande à la GFIP de financer pour l'accessibilité à la communication, donc pour avoir un interprète. Donc parce que en tant que chef d'entreprise, j'appelle tous les jours, donc c'est pas possible. Donc j'ai besoin d'un interprète pour faire les appels ou de l'administratif ou au niveau des fournisseurs. Donc on a besoin d'un interprète. Donc voilà, et le coût est très important, donc même avec la GFIP, et on demande un financement, mais malheureusement ce financement est faible, donc 2 600 € par an, donc divisé par 1 heure, ça voudrait dire 55 € donc pour un interprète. Donc pour 1 an, vous pouvez imaginer le calcul, s'il vous plaît. Donc 2600 divisé par 55 € par heure, s'il vous plaît. On va prendre notre calculatrice. Voilà, donc ça va faire 44 heures. Merci. Voilà, ça dépend environ du montant de l'interprète. Donc pour 1 an. Donc en tant que chef d'entreprise, c'est pas suffisant. Bien sûr, avec Monsieur Castagnier, on essaye toujours de trouver une solution et de réfléchir. Donc je vous remercie, je vous salue. Et
par rapport à... Pardon, Oui. Donc l'interprète est noyé. Donc monsieur... Et je ne peux pas vous aider là, j'avoue. Donc est ouvert aux solutions. Et donc la délégation régionale par rapport à l'ancien, c'était difficile de travailler ensemble. Et on essayait toujours de combattre et d'avoir des réponses. Et là, avec monsieur Castagnier, on est beaucoup apaisé et il y a un vrai partenariat. Et j'ai une question par rapport à la GFIP, mais aussi des questions sur les étiquettes, donc par rapport au dossier. Donc moi, c'est pas la peine de dire, hein, je suis sourde, donc vous avez vu, j'utilise la langue des signes. Et donc, je peux venir là ? Mais bien sûr. Donc, parce que j'ai envie de vous montrer et de vous dire que je ne suis pas handicapée. Souvent, il y a une représentation comme si qu'on était un animal, comme on marque des vaches. Donc on est des sourds, enfin voilà, une personne en situation de handicap moteur avec une... Excuse-moi. Oui, je veux bien. De toute façon, c'était l'heure du relais, donc je prends le relais de ma collègue. Alors je reviens un petit peu en arrière ou pas ? Oui, s'il te plaît. Donc je vais revenir un petit peu en arrière. Je préfère me mettre là, comme ça on va voir les étiquettes de chaque personne qui est sur cette estrade. Souvent on parle de handicap, d'obstacles à la vie, à tout. Mais moi je me sens pas handicapée du tout en fait. Je suis une personne sourde tout simplement. Et pour moi ça me suffit. La personne qui est à côté de moi c'est une personne en fauteuil. La personne à gauche elle a un gilet noir. L'autre les cheveux bouclés, un haut orange. Et monsieur écoutez il a une chemise bleue. Voilà. En fait chacun a une étiquette on va dire. Et c'est ce qu'on montre aux autres. Mais c'est vrai qu'on voyait des gens passer, des gens que vous voyez, on va dire, elle est peut-être handicapée, vous parlez de l'handicapé, de le handicap, on va dire, comme vous disiez tout à l'heure. Mais qui est handicapé ici ? Est-ce que vous pouvez me dire, en face de vous, qui est handicapé ? Vous ne pouvez pas le dire, parce qu'en fait, on est chacun différent. Et c'est vrai, c'est comme si on mettait dans un panier plein de handicaps, mais chacun, on est handicapé à notre manière, chacun a des obstacles. Tout le monde a des obstacles en fait, tout le monde a des soucis, même vous en face de moi. Je peux vous rencontrer quelqu'un, mais alors bien sûr on va pas arriver à communiquer, mais les handicapés c'est tous les deux en fait. Et pourquoi c'est vrai que maintenant voilà, il faut faire des dossiers pour la GFIP avec de nouvelles conditions, tous les ans c'est la même chose hein, pour avoir une aide à la communication. Et là il y a un nouveau dossier, on me demande obligatoirement d'aller voir le médecin pour lui demander une reconnaissance de lourdeur du handicap. Et je dis mais c'est pas possible. On est quand même en 2019, c'est bon, il faut évoluer quoi. C'est super lourd pour moi, je suis chef d'entreprise quand même, j'ai déjà un gros travail à faire et en plus vous me demandez tout ça, toutes ces conditions, toutes ces choses à remplir. C'est pour ça que tout à l'heure monsieur disait de la lourdeur, voilà, on parlait de la lourdeur du handicap. Mais il devrait pas y avoir de lourdeur du handicap, c'est juste une personne en fauteuil, c'est tout. Alors pour moi c'est juste ça, c'est mon opinion, hein. Mais pour moi c'est juste ça, c'est une personne en fauteuil. Et en fait voilà, il y a toujours des nouvelles choses à faire qui sont assez lourdes pour nous et qui demandent vraiment une énergie considérable. Et ça dépend vraiment de l'étiquette que vous nous donnez et qui parfois dévalorise. En fait pour s'épanouir il faut vraiment s'insérer dans le monde et c'est ça l'énergie qu'il faut donner, c'est s'insérer ensemble, travailler ensemble. Il ne faut pas donner des lourdeurs parce qu'il y a énormément de lourdeurs et moi je me dis il faut réfléchir à comment aller mieux comme monsieur Pierre Reynaud. Alors moi je suis d'accord avec lui parce que souvent on donne des étiquettes vraiment quand on voit quelqu'un on donne une étiquette quoi. Alors c'est vrai que moi il y a des personnes handicapées mais pour moi il n'y a pas que ça. Et alors vous travaillez avec des personnes handicapées, des personnes pas handicapées, des personnes sourdes, des personnes aveugles, des personnes en fauteuil. Et il faut, en fait c'est le nom qui va pas quoi. Il faut pas créer des choses tout le temps, enfin refaire des lois, des réformes. Moi il faut que j'aille chez le médecin mais pourquoi on parle de lourdeur en fait ? Je suis juste une personne comme vous, je suis chef d'entreprise en plus, je peux travailler. Alors c'est ça la lourdeur, c'est que c'est pas évident d'être chef d'entreprise, mais je trouve qu'il faut pas non plus en rajouter. On parle d'inclusion et d'un côté d'inclusion et de l'autre côté lourdeur du handicap, et en fait il manque d'épanouissement. Moi vraiment voilà. Donc je vous laisse réfléchir à tout ça. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Boris, ça vous fait réagir bien sûr. En tout cas, bravo. Bravo d'être venu là, devant tout le monde, pour montrer votre mécontentement au niveau de la société. C'est vrai que c'est l'image des fois qu'on projette. Je suis en fauteuil roulant, mon handicap il est visible. Il y en a les handicaps qui sont invisibles, mais
c'est pas une lourdeur. Moi, mes amis me disent, Boris, je te vois en fauteuil, mais tu n'es pas handicapé. Voilà, je ne vois pas ton handicap. Et c'est vrai. Moi, je suis venu aujourd'hui pour justement parler un petit peu de mon vécu, de mon futur, et aussi parler pour améliorer un peu l'inclusion, comme Pierre a dit. Pierre Regnault a dit. Il y a l'inclusion, mais d'abord, il faut qu'il y ait l'accessibilité. Et à La Réunion, je vous dis, il y a un nouveau pass, c'est Réunipass, c'est pour les personnes qui sont porteurs de handicap, pour avoir un transport. Il y a une amélioration aujourd'hui, mais il faut appeler 24 heures à 48 heures à l'avance pour réserver, pour avoir un accompagnement. Et un jeune ou une personne qui est en situation de handicap, des fois, il faut téléphoner. Ça veut dire qu'on n'est pas libre. On ne peut pas bouger quand on veut. Il faut appeler 48 heures avant, réserver. Oui, je vais à Saint-Denis, je vais prendre le bus, le car jaune, etc. Et pour vous dire, sortir de Saint-Pierre, aller à Saint-Denis, il n'y a que 2 arrêts de bus qui sont accessibles. 90 km entre les deux villes. Hein. 90, vous voyez, pour moi, c'est inadmissible. Une fois, j'avais rendez-vous à la préfecture. Vous habitez à Saint-Pierre, hein? J'habite à Saint-Pierre. J'appuie pour arrêter juste devant la préfecture. Et on me dit, mais c'est pas adapté, il faut que j'aille à la gare. J'ai dit, pour sortir de la gare, pour arriver à la préfecture, il y a 1 km 400. Là, je dois aller à la gare et me taper en fauteuil. 1 km 400, j'ai dit au chauffeur, non, moi je vais pas à la gare, je descends ici. Je sais pas, aidez-moi à descendre. Voilà. Pour moi, c'est un peu, je peux pas dire inadmissible, mais il faut qu'on fasse des efforts justement pour adapter. Parce que là, je parle que des bus. Et il y a plein de choses, mais il faut des financements, mais je sais pas comment faire pour justement améliorer ça. Voilà. Vous avez l'impression, en gros, que les transports en commun, ils se donnent un peu bonne conscience en disant on est accessible, il y a 2-3 arrêts, et puis voilà. Voilà, c'est ça. Du coup, il y a beaucoup à faire. Pierre. Oui, alors moi j'entends tout ce qui vient d'être dit par nos amis sourds. Attention quand même, parce que moi je suis handicapé. je vais préciser. C'est là où c'est compliqué, parce que oui, moi je suis en situation de handicap. Étant aveugle, je vais avoir besoin de ce qu'on appelle de compensation, alors de compensation personnelle, qui sont des plages braille, des synthèses vocales, des outils numériques, ou besoin d'une tierce personne. Mais j'ai besoin aussi que la société mette en place des compensations collectives. Et compensations collectives, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité. Et pour être vraiment dans l'exemple qui vient d'être donné, j'ai bien entendu l'exemple des heures d'interprétariat qui sont insuffisantes. Il y a eu une loi pour la République numérique, avec en particulier, il y a 2 articles qui nous intéressent beaucoup. C'est l'article 105 et l'article 106. Et l'article 105, enfin, installe en France ce qu'on appelle des relais téléphoniques. Et en fait, il faut développer au maximum la compensation collective et l'accessibilité pour que Emmanuel, en tant que chef d'entreprise, puisse travailler comme tout un chacun grâce à l'accessibilité numérique, et qu'à un moment ou à un autre, on puisse éventuellement rationaliser les heures qu'on pourra avoir en tant que chef d'entreprise. C'est-à-dire que plus on va développer l'accessibilité, la compensation collective, moins on aura besoin de compensation personnelle. Mais dire qu'on n'est pas handicapé, attention, moi j'ai besoin pour travailler actuellement de postes de travail qui valent 10 000 €. Si du jour au lendemain, sous prétexte de faire l'inclusion, on est tous pareils, on est tous un peu handicapés finalement. Non, il y en a qui sont plus que d'autres quand même. Hein, si on va dans ce sens-là, nos dirigeants qui veulent faire des économies un peu partout vont dire on va supprimer, on a 6%, on va supprimer la GFIP, on va supprimer le FIP-HFP, ou on va garder ces outils-là pour faire de la communication. Attention, moi je ne pourrais plus travailler, parce que si on ne me transporte pas pour aller au travail, et si toutes les quelques années, pour suivre l'évolution, il n'y a pas un financement de quelques milliers d'euros pour emménager mon poste, moi je suis exclu.
Voilà. Donc attention quand même à bien expliquer les choses. Quand on est paraplégique ou tétraplégique, quand on est une personne sourde, quand on est une personne aveugle, on a des besoins de compensation ou individuelle, ou que la société, je me répète, mette en place, et ça c'est urgent, des compensations collectives, c'est-à-dire l'accessibilité universelle, qu'elle soit physique, que ce soit l'accessibilité aux produits, aux environnements, aux services. L'accessibilité, c'est ça. C'est la capacité pour les personnes en situation de handicap de réaliser en toute autonomie et pour atteindre un résultat dit normal, de pouvoir utiliser des produits, des services ou évoluer dans des environnements qui soient réels ou numériques, comme tout un chacun. C'est ça l'accessibilité. Voilà. Vous pouvez remonter sur la scène, hein ? Non, ça va, super. Oui, je rejoins Pierre Reynaud. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, hein, je suis d'accord avec lui. Bien sûr, il y a la GFIP qui nous aide, qui nous donne des moyens pour nous, pour moi, en tant que chef d'entreprise, pour la gestion de mon entreprise. Mais c'est vrai que c'est pas une critique par rapport à la GFIP, hein. C'est plus, moi en fait j'ai des soucis, parce qu'on est quand même en 2019, et souvent on voit des modifications, des changements. Nous on aimerait bien que, on nous dit il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en fait, le souci, c'est aussi le regard de la société par rapport à nous et notre place dans cette société. C'est ça, en fait, moi, qui me pose souci. C'est le regard des gens par rapport au handicap et aux situations handicapantes. Là, on parle de lourdeur, mais pour moi, c'est encore pire, c'est négatif. Voilà, ça veut dire que moi, je ne suis plus autonome, je ne suis pas capable d'être autonome. Ou alors on me donne une étiquette qui me dévalorise par rapport à mes capacités. Et vous qui êtes en face de moi et qui me regardez, ceux qui sont derrière moi, ils me connaissent, on a le même cœur, on est dans le même monde. On est sensibilisés, mais c'est vrai que tous les ans, on en a marre de batailler pour tout ça en fait. On nous demande toujours d'être patient, mais vous qui nous regardez et qui êtes en face, est-ce que vous voyez une lourdeur aujourd'hui ? Moi, je suis mariée, j'ai un enfant, j'ai une voiture, je peux voyager, j'ai une entreprise aussi à Lyon, je vais à Lyon, à Paris, je travaille, je vais même en Suisse, je vais en Martinique. Est-ce qu'on parle de lourdeur là ? Je peux prendre l'avion, hein, je suis capable de prendre l'avion, on ne parle pas de lourdeur en fait. Donc c'est vrai, c'est les mots qu'on utilise et qu'on crée dans la société qui sont difficiles à admettre, et les définitions qui vont avec. Merci Emmanuel, et puis merci à nos 4 intervenants, puisqu'on arrive à la fin de cette table ronde, de cette étape réunionnaise des conférences tours de la GFIP avec le journal Le Monde. Merci donc à tous les 4, Boris, Sandrine, Flavie et Pierre. Merci à vous aussi qui vous êtes déplacés pour cet événement. On va laisser le directeur général Didier Essartier conclure cet événement. Je vais conclure en revenant quelques instants sur ce qui vient d'être dit et sur la notion de lourdeur. En fait, cette notion de lourdeur, elle est très ancienne. Avant la loi de 2005, on classait d'ailleurs le handicap entre différents niveaux de lourdeur. La loi de 2005 a parlé justement de compensation. On arrive justement à ces notions d'inclusion, et c'est pour ça qu'on veut parler d'inclusion, pour justement, ce que je pourrais appeler manager la différence et ne plus parler de handicap à travers sa lourdeur, même s'il faut évidemment mettre en place des dispositifs de compensation, et parfois très important, et être en capacité de le faire. Et voilà. Donc c'est cette terminologie-là, vous avez raison madame, c'est une terminologie en fait très ancienne, qui est resté, puisque c'est un dispositif de l'État, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais il se trouve que cette aide qu'on vous a proposée est un dispositif État, qui est assez long à évoluer. Je vais vous faire une petite anecdote. Aujourd'hui, on vient de réformer l'obligation d'emploi. On parle encore d'insertion et de maintien. On ne parle pas encore d'évolution professionnelle. On n'a pas mis ça comme étant le niveau à atteindre. On est encore loin de la bonne compréhension par tous de ce qu'est justement l'inclusion, l'accessibilité totale et de ce qu'on pourrait appeler d'avoir le réflexe handicap. Le réflexe handicap, c'est pour tous les métiers, pour toutes les professions, pour que chacun puisse, justement, celui qui réfléchit aux arrêts de bus, celui qui réfléchit à un autre sujet, et ainsi de suite, dans son métier de tous les jours, dans chacun de nos métiers, là on est dans le handicap, mais chacun des métiers, on doit réfléchir à comment j'accueille la différence. Comment je vais réussir à accueillir des gens qui ont des besoins différents. Et permettre, comme ça a été dit tout à l'heure, pour conclure finalement, merci à tous. On a encore eu un débat riche qui a montré les difficultés, qui les a mis en avant, et c'est important de les rappeler, toutes ces difficultés. Il y en a, notamment sur la problématique d'accessibilité et mobilité, et dans un certain nombre de territoires, c'est très très fort.
et c'est particulièrement le cas à La Réunion, donc ça a été rappelé. Et c'est aussi néanmoins de montrer que c'est possible. On a un certain nombre de choses, il y a des choses qui sont tout à fait possibles, où on arrive quand même, et c'est important aussi de le dire à tous, de dire aux chefs d'entreprise, c'est possible. Vous pouvez être accompagné, on peut vous aider à développer une politique handicap, et c'est donc possible. C'est même plutôt une réussite que de le faire. Ça a été aussi rappelé d'ailleurs à travers le fait que le handicap, c'est des difficultés, c'est du handicap, mais c'est aussi des atouts. Et ce qui est aussi très important à bien prendre en compte, c'est cette notion de savoir d'expérience. Et donc aussi de travailler avec les personnes et de profiter. C'est une richesse dont on doit tous profiter aujourd'hui à travers nos actions quotidiennes et la manière de travailler demain. Et néanmoins, rappeler qu'évidemment, il n'y a pas d'inclusion, attention à l'inclusion sans filet. Ça peut être dangereux, c'est ce qu'on vient de voir. Il faut être attentif à ce que l'on fait. Voilà, pour un peu conclure, juste pour prolonger la dynamique, rappeler que nous lançons, comme tous les ans, un mouvement. On propose à chacun de témoigner, on propose à chacun de se mobiliser dans cette approche pour les entreprises notamment, de montrer ce qui est possible et de se mobiliser pour l'emploi des personnes handicapées, pour leur permettre de développer leur projet professionnel à travers un slogan activateur de progrès sur lequel vous êtes tous invités à participer, toutes les entreprises, toutes les personnes. C'est une manière de montrer que vous avez ce réflexe handicap, ce réflexe de la prise en compte de situations de personnes en situations différentes et qui ont néanmoins des besoins, mais qui ont, comme tout le monde, besoin de se développer professionnellement. Et donc voilà, en étant plus nombreux, en montrant cela, ça permettra aussi aux entreprises qui ne sont pas encore dans cette dynamique de s'y inscrire. Merci beaucoup, monsieur Essartier. Encore merci à tout le monde. Et puis un merci particulier à nos deux traductrices en langue des signes et aux personnes qui s'occupaient de la vélotypie pour la retranscription en direct. Voilà, merci à tous. Bonne journée.